Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adaptator et à travers, le podcast qui ne voulait pas choisir entre littérature et cinéma, alors on a choisi les deux en même temps. Aujourd'hui je suis accompagnée de Frédéric et Assina. Salut les garçons, comment allez-vous en cette fin du mois d'août ? Bonjour, ça va, écoute. Bonjour, ça va très bien, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je garderai le silence. On sait déjà que c'est faux. Aujourd'hui, on vous parle d'un classique qui a traumatisé des générations entières et qui a fait que même moi, pendant des années, j'ai voulu un rideau de douche transparent. Puisqu'on vous parle de Psychose, écrit par Robert Bloch en 1958 et adapté l'année d'après par Alfred Hitchcock. Au casting, on retrouve Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam et Virginia Gregg dans le rôle de Norma Bates. De quoi ça parle, Psychose ? Qui s'y colle. Bon allez, je prends. Allez. Donc, Psychose, alors je vais partir du principe que vous avez vu le film au moins, puisque maintenant, ça fait quand même quelques années que le film est sorti, donc bon, voilà. Et de toute manière, on va spoiler comme des gros cochons, donc si vous ne l'avez pas vu, eh bien, tant pis pour vous. Donc, Psychose, c'est plusieurs histoires, en fait, puisqu'on a l'histoire d'abord d'une secrétaire qui vole son patron de 40 000 $ sous prétexte d'aller les déposer à la banque et qui va se rendre chez son amant. Et pour ce faire, elle prend la voiture et va s'arrêter dans un motel puisque ça se passe aux États-Unis, ça se fait assez loin. Et dans ce motel, en fait, elle se fait assassiner par le deuxième protagoniste de notre histoire, celui qui tient le motel, Norman Bates. Donc jeune garçon, non. Garçon bien sous tout rapport ou presque. Il est juste un petit peu dominé par sa mère, qui est morte depuis des années, et dans laquelle dont il enfile régulièrement les vêtements pour, une fois au moins, assassiner des gens sous leur douche, dont la première protagoniste citée. C'était un excellent résumé, je suis impressionné par... c'était concis, c'était splendide. Merci. J'ai fait me perdre en route, mais bon, voilà. Du coup, tu aurais été obligé de t'arrêter dans un motel, parce que tu aurais plus d'essence, tu as vu, si tu étais perdu en route et tout. Il aurait plu en même temps, donc voilà. Putain, c'est vrai qu'il pleut beaucoup dans ce film à un moment là. Et oui. Précision d'ailleurs, le reste du film est consacré au fait que Norman Bates, et le roman aussi, puisque pour le coup l'intrigue un peu, Norman Bates du coup doit maquiller le crime commis dans sa tête sa mère, et en vérité par lui, et veut éviter de se faire arrêter tout simplement. Voilà, et à côté de ça, du coup, il y a le patron de Marion qui est à la recherche de ses 40 000 $, qui va engager un détective, qui va s'associer à la sœur de Marion et à son petit ami parce que tout le monde recherche Marion, puisque c'est pas normal qu'elle ait disparu comme ça, 40 000 $ ou pas. Détective qui va aussi se faire tuer si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Je précise pour nos auditeurs que moi j'ai pas revu le film pour préparer l'épisode, je pensais même pas être là à vrai dire, donc, mais je l'ai vu il y a à peu près 1 an je crois le film, donc c'est frais et pas frais en même temps quoi. Un petit peu comme la mère de Norman Bates. Et par contre, je n'ai pas lu le livre. Donc voilà, je sais juste que le livre commence par un dialogue entre la mère et le fils, de mémoire. Ouais, le premier chapitre, on a effectivement une discussion un petit peu houleuse entre Norman et Norma parce qu'il lui explique qu'il n'aime pas s'occuper du motel et qu'en plus il pleut, donc personne ne va venir, il ferait mieux d'aller faire de la taxidermie tout seul dans son coin. Ah. Et elle lui dit, bah non, c'est justement parce qu'il pleut que les gens vont venir. Elle n'avait pas tort. Effectivement. Bon, après, en même temps, à la décharge de Norma, puisque c'est le nom de la mère de Norman, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il s'occupe du motel. Il est un peu tard pour commencer à en avoir marre de s'en occuper. Je veux dire... Je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais ? Ouais, parce que justement, tu vois, il a pris sur lui pendant toutes ces années. C'est ce qu'on pourrait appeler un masque social, un faux self. Et puis, à l'intérieur, ça boue. Et au bout d'un moment... À un moment, en fait, il vaut mieux qu'il pose sa limite, même si c'est au bout de 20 ans, que jamais. Parce que sinon, c'est l'argument, tu vois, c'est la personne qui vit, par exemple, en couple avec un partenaire violent, puis au bout de 5 ans, la personne va porter plainte à la police, et on lui dit « Ah, mais ça fait 5 ans que vous êtes avec, il fallait partir il y a 5 ans, il fallait porter plainte il y a 5 ans. » ou tu vois, comme si on invalidait la demande de la personne parce que elle a mis du temps à s'extraire de l'engrenage. Ouais, j'entends ce que tu dis. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec ça aussi. Puis tu vois, en plus, c'est normal de peut-être en avoir plus marre de quelque chose un jour où il pleut, où tout est gris, où t'as pas trop le moral. Tu vas plus oser dire à la personne franchement, la flemme, ça me saoule. J'ai envie d'aller faire des trucs dans mon coin. Oh mon Dieu, je suis le droitard du podcast. Ça n'arrive pas souvent. Profite-en, Sina. Savoure cette position. Oh mon Dieu. Je reprendrai ma place dans quelques épisodes. Petite circonstance également, quand même, qui a changé la dynamique à l'intérieur à la fois et du film et du roman. Il y a une autoroute qui a été construite non loin. Et du coup, ça fait que ça a dérouté les gens qui d'habitude s'arrêtaient au motel. Ça fait maintenant
je crois qu'on le dit, quelques années. Oui, Il y a c'est de ça. moins en moins de clients, de toute façon, qui s'arrêtent au motel. Donc c'est vrai que ça a aussi changé la dynamique. C'est ça, et Norman le dit justement à Marion, parce que Marion dit qu'elle s'est perdue, et il dit bah oui, sinon vous auriez jamais trouvé le motel, puisque les gens ils prennent l'autoroute. C'est presque un motif Stephen Kingien pour le coup. C'est pas l'exode rural, mais l'appauvrissement, oui, on va dire la paupérisation progressive des milieux ruraux états-uniens, tu vois. C'est-à-dire que le motel a connu une ère de grandeur, mais qu'à cause de cette satanée déviation, et donc en fait à cause d'une forme de progrès technologique. Oui, mais justement, en fait, Stephen King dira que c'est une de ses inspirations pour son côté, où justement on en parlait tout à l'heure, tout se passe toujours dans des petits bleds, et j'ai tapé dans le pied du micro, et, et il dit ouais, c'est justement quelque chose qui l'a un petit peu inspiré. Ça me fait penser aussi à Cimetière, même si du coup dans Cimetière c'est l'inverse, puisque il y a cette route, cette disons départementale, mais bon, où il y a plein de camions qui passent en permanence et qui vont du coup avoir un lien avec le fait que le chat des protagonistes va se faire renverser et du coup être ressuscité dans le cimetière des animaux. À noter que du coup pour ce podcast on va parler uniquement du film de Hitchcock, parce qu'il y a aussi un film de Gus Van Sant qui est sorti fin 90 début 2000 je crois, où il reprend quasiment plan pour plan le film, mais j'ai pas réussi à le trouver ni de manière légale ni de manière illégale. Donc vraiment Bah, c'est un film qui date de 99. Déjà à l'époque, c'était assez confidentiel, on va Ouais. pas se mentir. Ah ouais. Donc réussir à trouver... bah, Gus Van Sant il a jamais vendu énormément, tu vois. Gus Van Sant, on l'a connu encore après, c'est ça, mais C'est pas lui qui a fait Ghost Dog? non, ça c'est Jim Jarmusch. Ah oui, pardon. Et Gus Van Sant c'est lui qui a fait Elephant. Ouais, et peut-être son Ou, plus connu d'ailleurs quasiment. C'est pas lui qui a fait Jerry aussi, Il a fait Last Day où aussi. il y a les sur, deux idiots qui marchent dans le désert là. Si, il a fait les deux, mais Mais voilà, c'est du film même pas, il va même pas à Sundance en fait. À ce point-là? Ah, je pense ouais. Ok. Ouais, je pensais qu'il était un peu. bah, connu depuis Elephant. bah justement, Elephant, elle a mis sur le devant de la scène internationale. Mais c'est 2003. Voilà, et à cette époque-là, il est tiré, il est édité à très petit tirage. Sinon, je veux dire, il y a peu de VHS, DVD qui sont édités de tous ces films. Et Elephant, ça a vraiment été la grosse exception. Après, effectivement, on l'a plus connu. Alors, en 97, il a quand même fait un film qui est ultra connu, puisque je viens de l'apprendre, là c'est aussi le réal de Will Hunting. C'est vrai, Ah j'avais oui. oublié ça. J'avais oublié ça. Et en 91, My Own Private Idaho, avec Kenny Reeves. Ouais, mais alors c'est lequel Idaho, c'est le golem ou. Enfin, le Gola, quoi? Ou c'est. Ok, j'ai pas la Je sais pas la Ah, ref. parce que Duncan Idaho dans Dune, qui est ressuscité Ah au fil des épisodes là. Il faut suivre là, attention. Non, là ça vient juste de la chanson des B-52s. Ok. Je suis moins étonné par le fait qu'il ait fait My Own Private Idaho que effectivement Good Will Hunting, on va pas se mentir. Mais voilà, bon après, ça n'empêche que ça, il y a un moment où, cinématographiquement parlant, il est quand même beaucoup moins connu et beaucoup moins du coup édité, diffusé à travers le monde et tout. Donc on ne trouve pas son film à l'heure C'était actuelle. assez peu étonnant, ouais. Voilà. Juste pour finir la parenthèse sur Gus Van Sant, du coup, les deux idiots qui marchent dans le désert, en fait, c'est Ben Affleck et Matt Damon. Exactement. D'où le lien avec Good Will Hunting. Voilà. Très bien. Et c'est aussi lui qui réalisera Paranoid Park et Harvey Milk en 2007-2008. Ah, il a fait Harvey Milk, ok. Ouais. Il existe aussi une série, Bates Motel, qui du coup revient, si j'ai tout compris, sur la jeunesse de Norman Bates. Alors c'est ça. La série a un cadre contemporain 2010. Relativement contemporain, on est 2000-2010. Reprenant effectivement les années adolescentes tardives, on prend le Norman Bates quand il a déjà 17 ans. Et quand du coup sa mère et lui s'installent dans la maison qui jouxte le motel. Et pour reprendre le motel. Pour le coup, la maison, elle reste fidèle à la description qu'en est faite dans les livres et telle qu'on voit dans le film. Ce décor-là, il reste, il était assez iconique. Et à partir de là, en fait, on suit les aventures de Norma et Norman, tentant de s'intégrer dans cette nouvelle ville, qui n'est pas la même que celle citée dans le livre et dans le film. Donc du coup, c'est pour ça que je ne donne pas les noms géographiques. Okay. Ils ont déplacé l'intrigue. Ils l'ont mise en Californie pour la série Norman Bates, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Parce que dans le livre et le film, ça se passe où? Oula, j'ai un trou. Non, le livre, c'est Texas, Alabama. Ok, d'accord. Donc la série, ça doit être Californie. Il me semble, c'est dans le sud de la Californie qu'il s'installe. Et en fait, la ville est bizarre. Il y a des événements un peu étranges. En fait, on comprend qu'il y a du crime organisé dans cette ville. Il y a des histoires de femmes qui disparaissent. Mais avant même
l'arrivée de nos deux personnages principaux. Il y a déjà des bails chelous. Il y a déjà des bails chelous. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, surtout qu'au fur et à mesure, on comprend que la santé mentale de Norman et de Norma se dégrade. Il y a des éliminations et des trucs. Et c'est une série... Alors, j'ai pu voir que les 24 premières minutes, malheureusement. Mais de ce que j'ai vu, il y a des choses vraiment pas drôles qui se passent dedans. Spoiler, la mère de Norman se fait violer dans le premier épisode, si je dis pas de bêtises, par l'ancien propriétaire de l'hôtel en mode revanche et tout. Ok. C'est très très sympa. On est sur ce genre de truc. C'était une production de quelle chaîne ou quelle boîte, la série? C'était pas du HBO ou un truc... C'est Arts and Entertainment. C'est ça, A&E, ouais, c'est ça. A&E. Sur du câble, mais c'est pas... voilà. Il y a eu 4 saisons, si ma mémoire est bonne. 5 saisons pour 50 épisodes au total. Et je viens de découvrir du coup que la personne qui jouait Norman Bates, c'était Freddie Highmore. Tout à fait. Charlie de Charlie et la chocolaterie. Tout à fait. Comme quoi, manger trop de sucre, ça n'est jamais bon pour l'avenir. Je fais des parenthèses Freddie Highmore, c'est parfait, puisque vous le connaissez aussi, Freddie Highmore, peut-être pour la série The Good Doctor. Oui. Mais surtout, cet individu a été l'enfant de toutes les grosses productions hollywoodiennes pendant un très long moment, jusqu'à ses 20 ans, en fait. Ah oui, je vois ça. Jusqu'à ses 20, 21 ans, il avait à peu près la même tête, qui est de 12 à 21. Du coup, il était casté pour des rôles de 12, 13, 14 ans, alors qu'il en avait déjà 18, 19, 20, 21. Et pour se détacher un peu en partie de cette étiquette-là, je pense que c'est une des raisons qui l'ont poussé à accepter le rôle de Norman Bates, donc notre psychopathe un peu trop proche de sa mère préférée. Oui, parce que c'est lui aussi qui joue dans Arthur et les Minimoys. Tout à fait. Donc effectivement, beaucoup de sagas et de séries à son actif. Ah oui, beaucoup, mais à chaque fois, avec que des trucs sirupeux, rose bonbon, souvent... Encore une fois, vous l'avez vu encore une fois hein, dans le Charlie et la chocolaterie de Burton, c'est lui qui fait Charlie. Wow. Dans Neverland aussi. Donc là encore, il en a fait tellement. Il a une grosse filmographie où il joue des enfants alors qu'il est plus du tout enfant. Oui, c'est ça. Il avait ce genre de visage. Et donc, Asina, toi, tu voulais qu'on commence par le livre. Tout à fait. C'est parce que c'est un peu plus frais dans ma tête déjà. Et ensuite, puisque c'est le matériel qui est adapté juste derrière, il y aura quand même, en termes de différence de fond, il n'y en a pas. Oui, puis voilà, du coup, effectivement, ça reste la base. C'est ça. Donc, au début du récit, on est donc avec, Marion, si je ne dis pas de bêtises. Alors, dans le livre, elle s'appelle Marie. Marie, c'est ça. Mais Marie, c'est peut-être le diminutif de Marion, c'est pas trop, parce que je crois que des fois aussi, il l'appelle Marion. Donc... On va dire Marie, hein, comme ça va. Marie qui a une vie romantique inexistante quasiment, puisqu'elle a une relation à distance avec un homme qu'elle a rencontré au cours d'une croisière qu'elle a gagnée. Et cet homme en fait ne peut pas l'épouser, encore une fois, on est aux Amériques des années 50-60. C'est pas bien de fréquenter un homme à ce moment-là comme une femme si c'est pas dans une optique pour l'épouser derrière. Attends, il peut pas l'épouser, il ne veut pas ou il peut pas, genre il est marié, etc. Il ne veut pas parce qu'il est endetté. Il a hérité de l'affaire de son père, d'une quincaillerie. Il a hérité de l'affaire de son père et cette affaire est venue a été héritée avec en même temps que les dettes. Et du coup, il veut d'abord éponger ses lourdes dettes avant de pouvoir la demander en mariage et lui offrir juste une belle vie. Parce qu'elle lui dit, là, en ce moment, moi, je dors à l'arrière de la boutique, j'ai zéro loisir. Là, la croisière à laquelle ils se sont rencontrés, il a gagné aussi par un concours radiophonique. Donc, et elle, en fait, dans sa volonté de se marier avec lui une bonne fois, quand elle tombe sur les $40 000, quand son patron lui confie $40 000 pour qu'elle aille les déposer à la banque, il est vendredi soir, il dit voilà, allez les déposer à la banque avant la fermeture pour le week-end. Et ben elle se dit, avec ces $40 000, je vais pouvoir éponger les dettes et on va pouvoir se marier. Et du coup, je prends la voiture, je vais changer un peu les véhicules 2 fois et ensuite je vais le rejoindre dans le Texas pour comme ça j'éponge ses dettes et on se marie et je change mon nom de famille et du coup comme ça personne ne me retrouvera jamais. C'est marrant parce que de mémoire quand j'ai vu le film je me rappelle pas qu'on ait le motif de pourquoi elle part avec l'argent. Audrey, tu confirmes? Si, en fait le film il commence où ils sont tous les deux dans une chambre d'hôtel. Et justement en fait ils ont toute cette discussion sur je veux me marier, moi aussi mais je peux pas parce que j'ai des dettes. Et du coup elle part un petit peu fâchée qu'il soit toujours bloqué sur cette histoire de dette, et quand effectivement elle voit les $40 000 et qu'en plus
la personne qui venait de signer le contrat avec son patron est un mec assez détestable et très misogyne, qui arrête pas de lui faire des petites réflexions. Et c'est là qu'elle se dit, bon bah je vais prendre l'argent, il mérite de pas retrouver son argent, et ça permettra d'éponger les dettes de Sam. C'est la même chose dans le livre, hein. Pour le coup, Oui. la personne à qui l'argent est pris est aussi montrée comme quelqu'un qui est montré allez, on va fêter ça, on va se faire un petit 5 à 7, genre comme ça au détour d'une réplique. Vous êtes compris avec le contrat, mademoiselle? Ah oui. Ah, les années 50. Hein. Et du coup, derrière, voilà, elle prend l'argent pour aller le rejoindre. Et une fois qu'elle s'est perdue, du coup, pour avoir pris la mauvaise sortie d'autoroute, et une fois dans ce motel bizarre tenu par cet individu, Norman Bates, un peu bizarre aussi. Oui, il est un peu bizarre, mais tu vois, il lui propose tout de suite de l'inviter à manger, parce qu'elle a la faim. Il lui dit, bah ouais, mais là, vous avez rien à moins de 15 km. Et il pleut et elle a un peu la flemme. Donc il dit, bah moi j'étais en train de me préparer à manger. Si vous voulez, venez dîner à la maison. C'est ça, venez dîner à la maison. Et puis, On parlera taxidermie. c'est ça. Et au cours de sa soirée au motel, elle réalise qu'en fait, tout ce qu'elle s'était mis dans la tête, ce plan, c'est un plan de merde en fait. Elle reprend ses esprits en fait. Elle réalise que échapper comme ça à la police, effacer ses traces comme ça se fera pas. Oui, parce que Puis que même son mec qui arrive avec $40 000 en mode ouais, c'est parce que j'ai hérité, mais pourquoi t'en as jamais parlé avant, etc. Enfin, que tout ça est fumeux et que très clairement, ce mec qui prend sur son temps pour éponger les dettes de son père pour un côté un peu honorable, elle n'acceptera pas de l'argent sale comme ça. Et du coup, se dit bon, bah tant pis. Malheureusement, ce soir-là, elle se fait. avant qu'on parle de décoration d'intérieur, est-ce que dans le livre, il y a aussi cette scène où elle se fait contrôler par un policier, enfin, elle se fait remarquer. Non. Je crois que c'est d'abord quand elle veut changer de voiture, où elle est contrôlée par le policier, ensuite elle change de voiture suite à ça, et du coup, le policier arrive après au garage et dit qu'est-ce qu'elle a fait de sa voiture, etc. Enfin, dans le film, tu as cette scène qui te fait comprendre, enfin, qui permet de montrer de la pression qui s'ajoute sur les épaules de Marion. Et ça c'est pas dans le livre. Non, ça c'est un ajout de Hitchcock. Parce que là en plus on la voit changer de voiture dans le film. Alors que dans le livre c'est pas aussi détaillé. On comprend après dans l'enquête qui est menée que en fait elle a changé 2 fois de voiture. D'accord. Même dans le livre elle nous le dit, parce qu'elle dit je vais abandonner tout mon plan et gentiment rentrer chez moi. Le voyage m'aura coûté $700. Et on comprend que c'est juste le prix de la nouvelle voiture. Puisque, et dans le film en fait c'est surtout parce qu'elle passe, tu sais, elle essaie de s'endormir dans la voiture sur le bord de la route, qu'elle se fait remarquer. Oui, c'est vrai. Et on reviendra sur ce détail tout à l'heure, puisque c'est un des points qui fait que l'intrigue, il y a un truc qui marche pas, Ok. parce que voilà. Ok. Mais je trouvais que par rapport à la prise de décision, quand tu dis une fois à l'hôtel, elle reprend ses esprits finalement. Il faut passer le rush d'adrénaline et se dit ouais, j'ai peut-être fait une dinguerie en fait là, et puis ça sert à rien, et puis effectivement mon mec tel qu'il est caractérisé, ça marchera pas. Mais je me disais, le fait d'avoir eu le policier sur sa route, ça fait. Tu vois, tu te rends peut-être plus facilement compte que tu as fait une connerie quand tu es confronté à un moment où tu risques de te faire découvrir, démasquer. Oui, tout à fait. Mais dans le roman d'origine, cette scène n'y est pas. Ok. Et bon voilà, la suite suit aussi le livre là-dessus. Enfin, la suite du film et la suite du livre correspondent quand même. C'est-à-dire qu'elle se fait assassiner sous sa douche, et puis derrière, Norman Bates va tout faire pour effacer les traces de son crime, et sa sœur Du crime de sa mère. Les crimes de sa mère. et sa sœur et son mec et la police arrivent pour enquêter sur cette disparition étrange quand même. Et sur les $40 000 aussi. Bon voilà. Mais... Et donc, la caractérisation, elle est pas tout à fait pareille dans le film, parce qu'on te montre que c'est beaucoup moins réfléchi. Genre, elle a volé l'argent et elle s'est enfuie. Et même, elle est un petit peu paniquée quand elle croise son patron. Tu sais, puisqu'il y a un moment, il traverse. Dans la rue du village, et, de la petite ville américaine. C'est ça. Et du coup, l'autre personne qui traverse sur le passage piéton à ce moment-là, c'est Alfred Hitchcock. Et tu vois, même quand elle arrive à l'hôtel, elle a pas du tout réfléchi à son identité, puisque quand elle doit inscrire son nom sur le registre, elle panique et elle prend un nom random sur le journal. Donc on te montre dans le film qu'elle est beaucoup moins réfléchie. C'est une caractérisation qui est un petit peu plus rapide. Mais du coup, en fait, il y a plusieurs éléments qui avant nous ont montré que justement elle était en train de virer du côté sombre. Parce que du coup, dans la première scène du film, où justement elle est dans la chambre d'hôtel avec Sam, on la voit, elle est en sous-vêtements, ce sont des sous-vêtements blancs. Et quand elle rentre chez elle préparer ses petites affaires, une fois qu'elle a volé l'argent, elle se change et elle porte des sous-vêtements noirs. Ah, ok. Donc c'est pour te dire que non, elle a complètement switché, et que du coup dans le film, elle a pas du tout ce truc de remords, de se dire c'est mal, personne va vouloir de cet argent, j'ai fait tout ça pour rien. Non, elle y va à fond. Et ça me permet d'enchaîner avec effectivement les différences que le film propose. T'en as déjà souligné plusieurs, mais par exemple, la scène avec son amant, elle n'est pas dans le livre.
enfin, des scènes qui ouvrent le film, elle n'est pas Ok. dans le livre. Ça, c'est un ajout de scénario qui a été fait pour au moins 2 raisons. La première, c'est pour rendre la chose un peu plus ancrée dès le départ, pour nous permettre en fait, en tant que spectateur, d'avoir cette discussion d'exposition en mode oui, mais tu sais que j'ai les dettes, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai machin, donc je peux pas t'épouser. C'est aussi pour rendre la chose un peu plus sulfureuse par rapport aux mœurs de l'époque, y compris à la sortie du film, parce que c'est la première fois quasiment qu'on voit, non, c'est la première fois C'est qu'on la voit première les fois. sous-vêtements féminins, enfin un soutien-gorge au cinéma. En fait, c'est la première fois qu'on voit une personne justement juste habillée d'un soutien-gorge et d'une culotte. Psycho, c'est aussi le premier film à faire autre chose. Est-ce que tu as la référence? Montrer des toilettes. Tout à fait, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un tirer la chasse au cinéma. Ah, moi, j'allais dire, c'est le premier film qui, même si du coup ça vient du livre, qui change le protagoniste au milieu de film aussi, il me semblait. Je suis pas sûr que ça a été fait avant. De mémoire, ça n'a pas été fait avant. De mémoire, c'est assez novateur. Ouais. Dans la littérature, ça a dû exister, même si là, j'ai pas d'exemples qui me viennent, mais au cinéma, ouais, je pense que c'est la première fois. Dans la littérature, à la rigueur, c'est pas exactement le même principe, mais je pense au roman épistolaire, par exemple à Dracula, où du coup, comme c'est épistolaire, bah, c'est pas tout le temps le même narrateur qui parle, au même interlocuteur, donc c'est un peu une forme de changement de point de vue, mais là aussi radicalement, où t'as normalement un protagoniste que tu suis et qui te sert de fil rouge et qui te sert à t'identifier dans la narration et qui, boum, est zigouillé au milieu du film, ou au bout du premier tiers du film quasiment, je crois. Oui, Alors, c'est beaucoup plus rapide dans le film, on est vraiment dans le premier tiers, là où au roman, on est à la moitié. Ok. Ça, c'était une volonté aussi d'accélérer effectivement pour choquer davantage, en fait, tout simplement. Parce que même si le roman Psychose était sorti, peu de gens l'avaient lu. Et du coup, les gens ne s'attendaient pas. Mais il dit, voilà, pour surprendre, y compris ceux qui l'auraient lu, eh ben, on y va encore plus franco. On la bute tout de suite. Voilà, c'est ça. Très, très clairement, on va créer davantage de surprises. En plus, on prend une star pour jouer Marion, Janet Leigh, si je dis pas de bêtises, tout à fait. qui était une star. Et personne ne s'attendait à la voir mourir tout de suite. C'est d'ailleurs le premier film, je crois, où il y avait marqué vraiment sur l'affiche et devant les cinémas, genre merci de ne pas révéler la fin du film. Oui. Alors, je crois que ça ne s'est jamais reproduit, enfin, depuis les années 50. Ah si, maintenant ça arrive sur certains films d'horreur, sur certains trucs. T'as, je crois, pas sur les Sceaux, mais j'ai une trilogie comme ça, une saga d'horreur comme ça qui me vient en tête où on te demande de garder le secret. D'accord, ok. Parce que maintenant, il y a toute la tradition du spoil, no spoil. Dès qu'un youtubeur fait une critique d'un film, c'est version sans spoil. Puis après, il y aura la version avec spoil. Vous êtes prévenus, vous avez vu ce film, vous avez 10 secondes pour quitter la vidéo. Abonnez-vous, mettez un like, etc. Bon, voilà. Pareil sur tous les Reddit, Nangag, autres sources de même, où tous les gens qui disent bon, on attend une semaine. Pendant une semaine, on fait le barrage sur les spoilers pour tel et tel film, et puis après, on peut plus rien. Mais d'ailleurs, c'était pas juste le fait de pas révéler la fin, c'est aussi le premier film pour lequel un réalisateur et producteur ont demandé des distributeurs de dire vous interdisez tout accès au film si quelqu'un est en retard. Alors non, personne ne vient. Parce qu'en fait, les gens s'attendent pas à ce qu'au bout de 10-15 minutes de film, Janet Leigh meurt. À ce moment-là, encore une fois, c'est une grosse star à l'époque. Il faut vraiment se mettre dans le contexte. C'est comme si de nos jours... Meryl Streep. Meryl Streep ou pour des plus jeunes, Zendaya mourrait tout de suite. Voilà, j'en sais rien. Le cinéma s'en porterait tellement mieux. Tu parles de Meryl Streep ou de Zendaya? De Zendaya. Très bien. Denis Villeneuve, si tu nous entends. Et donc voilà. Ray Atkins est un homme. Bon, il faut arrêter maintenant. Il faut faire son deuil. Jamais. C'est quelque chose de différent. C'est une adaptation. On le voit là. Il y a un roman et puis derrière il y a un film. Il y a des différences. Dans l'un, il n'y a pas de femme avec des sous-vêtements. Dans l'autre, il y a une femme avec des sous-vêtements. Voilà. C'est des changements. Ça arrive. Attends. Comment tu sais qu'elle n'a pas de sous-vêtements dans le livre? En tout cas, on ne passe pas autant de temps à nous les détailler. Et donc, ouais, Janet Leigh, c'est justement quelque chose qui l'a intéressée quand elle a lu le scénario, de se dire ça va changer tous mes rôles habituels. Et quand elle a vu le film, ça l'a traumatisée. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a plus jamais pris de douche. Ah bon? Ouais, elle prenait que des bains. Parce que problème de riche, quoi. Le sachiez-vous, ça n'est pas elle qui joue dans la baignoire. Et ce n'est pas non plus Anthony Perkins.
Elle a une doublure par rapport au fait qu'on voit presque sa poitrine, c'est ça? D'accord. Et Anthony Perkins, en fait, il était un peu short dans son emploi du temps. Il faisait beaucoup de répétitions à Broadway à ce moment-là. Et Hitchcock a bien vu qu'en fait, il n'était pas totalement à l'aise avec le corps des femmes. Et du coup, il s'est dit, ça va vraiment trop le perturber. Donc, je vais le laisser aller faire ses répétitions. Ce sera une doublure. Et donc, en fait, dans la scène culte, il n'y a aucun des deux acteurs. C'est que des doublures. Ah, je me serais pas attendu à cette prévenance de la part de Hitchcock. Ouais, moi non plus, j'ai appris ça dans un docu sur Anthony Perkins et j'étais là. Waouh, cool. Oh, mais tu vois qu'il était sympa avec ses acteurs et ses actrices. Plus Non. avec ses acteurs, ouais. Non, c'était une grosse blague. Donc voilà, scène culte et en fait aucun des deux acteurs n'est dedans. Et du coup, c'est pour ça en fait Janet Leigh elle avait jamais vu la violence de la scène de la douche puisque c'était pas elle. Et elle a vraiment découvert ça quand le film est sorti et ça l'a un petit peu C'est fou. beaucoup traumatisé. Voilà, parce que vraiment, pour remettre dans le contexte de l'époque, c'est la première fois qu'on voit une scène de meurtre, de crime de manière aussi détaillée, avec les guillemets qu'on peut mettre maintenant. Allez, mais encore une fois, dans les canons de l'époque, ça paraît très violent. On est à une époque où il y a encore de la censure au cinéma. Rappelez-moi, le film sort en 1955. Non, 59. Le film, ouais, c'est ça, le livre date de 58 et c'est adapté en 59. Voilà. Et pour le coup, il y a encore la censure, il y a encore le code Hays aux États-Unis qui censure absolument tout. Et d'ailleurs, ça a été compliqué pour la production, puisque derrière, ils envoient ça à la censure pour le faire contrôler. Ils disent non, mais attendez, j'ai cru voir un sang. Non, non, regardez, on vous montre la pellicule. Vous voyez bien qu'il n'y a pas un plan, c'est vous qui projetez les choses. Pareil, il y a du sang. Non plus. Non plus parce que ça a été tourné avec de la sauce chocolat. Donc vraiment, les gens qui disent oui, mais si on regarde bien, on voit que c'est rouge. Non. Non, c'est du chocolat, les gars. Oui, c'est ça. Et vraiment, c'est juste. Oui, mais du coup, les gens qui disent ah non, mais si la pellicule elle a été altérée, on arrive à deviner du rouge. Parce que c'est un choix du coup de l'avoir fait en noir et blanc à cette époque-là, on pouvait le faire en couleur. Mais justement, il s'était dit bah non, comme je vais pas utiliser du faux sang, je peux pas montrer du sang marron, donc non, je vais le tourner en noir et blanc, ce sera moins choquant. Et quoi qu'il arrive, parce que ça coûte moins cher, je vais utiliser du chocolat. Et donc tous les gens qui ont dit non, mais on voit du sang quand même, on sait que c'est du sang, ça se voit, la texture et tout. Non, mais là pour le coup, encore une fois, les spectateurs projettent des choses sur l'écran. On recrée, il y a aussi le fait qu'un spectateur remonte aussi le film dans sa tête. Et là, pour le coup, c'est un merveilleux exemple de ça. Il y a des gens qui ont vu des choses dans cette scène qui, quand on regarde image par image, littéralement n'y sont pas. C'est le cerveau reconstruit. Et pareil, parmi les choses qui ont choqué, outre le sous-vêtement, on avait parlé que c'est la première fois qu'on voyait les toilettes. C'est aussi, pour la pudeur et les censeurs de l'époque du Code Hays, ça a été un peu compliqué. Mais il faut bien qu'elle se débarrasse... il faut bien qu'elle élimine les preuves. Donc, au bout d'un moment, voilà. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Maintenant, il y a beaucoup de premières choses qui ont été faites avec ce film. Oui, puis même la découverte du corps de Norma. Je pense que ça n'avait pas été beaucoup vu avant. C'est vrai que ça choquerait pas dans Massacre à la tronçonneuse, mais c'est 79 Massacre à la tronçonneuse, si je dis pas de bêtises, quoi. 74. 74, ouais. Voilà, 15 ans, à peu près 15 ans plus tard, quoi. Donc, Non, il a fallu en déblayer des choses. Sachant que Massacre à la tronçonneuse a été censuré aussi, interdit dans plein de cinéma, plein d'États et tout. Mais le code Hays, c'était pas. Enfin, il n'y avait plus de code Hays déjà à ce moment-là, je crois plus. lors de Massacre à la tronçonneuse. Et vraiment, il faut dire que c'était la représentation d'une Amérique puritaine. Le monde, c'est que des bisounours. Qui frappait aussi les comics, encore une fois, à la censure. Pour reprendre, par exemple. Là, c'est mon côté scénariste que ça s'enrage, mais on ne pouvait pas montrer des criminels qui avaient des justifications ambiguës. Non, il fallait toujours montrer qu'il y avait d'autres manières de gagner de l'argent ou de résoudre des conflits que le crime. Il fallait forcément... être manichéen, en fait. Il fallait bien le mal, quoi. C'est ça. Il fallait très moraliste, très manichéen. On était vraiment dans ces Amériques-là. En plus du spectre de la guerre froide et de la guerre fraîche qui pesait, etc. Mais il y avait tout un tas de choses qui faisaient qu'il y avait de la censure. Donc, et pour le film Psychose, il y a vraiment beaucoup de barrières qui ont été brisées, en fait. Que ce soit d'un point de vue marketing, on vous demande de garder le secret, on interdit dans les salles les retardataires. Anecdote, il y en a qui ont essayé de rentrer en se faisant avec une femme qui dit « Ouais, je suis enceinte, j'ai eu des problèmes sur le chemin, est-ce que je peux aller voir le film Psychose ?» Le directeur du cinéma qui a fait « Félicitations ».
cet heureux événement à venir, vous pouvez attendre à la fin de la projection dans mon bureau, puis vous reviendrez pour la prochaine. Donc, voilà. Est-ce qu'on referait ça aujourd'hui pour un réalisateur? Je sais pas, mais je trouve ça Non, sympa parce que qu'un réalisateur. la meuf à se un moment- plaindrait sur Twitter et le réalisateur serait cancel et patati patata. Voilà, mais On peut plus rien dire. mais c'est quand même sympa qu'un réalisateur ait réussi à obtenir ça, notamment pour garantir voilà, cet effet choc, ce premier effet choc, puisqu'encore une fois, il y a deux grosses surprises dans le film. Et la première surprise du film, vraiment, c'est la mort de Janet Leigh. Du coup, personne ne s'y attend. Et la deuxième surprise, c'est cette révélation. Dans le roman, on voit Norman discuter avec sa mère. Dans le film, On l'entend. on l'entend. Et on suggère la présence de la mère. Et c'est seulement vers la fin qu'on réalise que la mère est morte il y a des années. Et c'est Norman qui s'habille comme sa mère dans ce cas-là, c'était pour tuer Marion. Mais que la mère n'est pas pour autant dans son cercueil, puisqu'il a été la déterrer. Tout à fait. Et pour la reconstituer, puisqu'il a une passion pour la taxidermie. Voilà. Passion qui n'est pas aussi poussée dans le livre, mais qui sert du coup de justification quand même. De justification au fait qu'il ait déterré sa mère. Et qu'il ait pu la reconstituer comme ça, et que de loin, en fait, par la fenêtre, Arbogast puisse croire qu'il y a quelqu'un. C'est ça, le psychiatre dit non, puis en fait, comme il est plutôt doué, en fait, personne n'y a vu que du feu et personne n'aurait pu se douter que c'était pas quelqu'un de vivant. Exactement. En passant de loin par la fenêtre, tu vois, il n'y avait pas autant d'insistance sur la taxidermie dans le livre, mais Hitchcock s'en est servi pour poser des ambiances avec ses oiseaux de proie, différents gibiers aussi qui sont présents, histoire d'instiller déjà quelque chose et de préparer ce retournement final. Et c'est même quelque chose qu'il dit dans le film, parce qu'à un moment, quand il discute avec Marion, qui sont en train de déjeuner, il dit « Ma mère est fragile comme un de ces oiseaux empaillés ». Ah. Effectivement. Donc, petite différence aussi dans le livre et dans le film, c'est que quand Arbogast commence à mener l'enquête, donc ça change pas, il appelle Sam et Lila, et il leur dit « Je suis sur une piste, je pense qu'il y a un truc chelou avec la mère de Norman, mais ne vous inquiétez pas, je vous rappelle. » Et c'est là qu'il se fait trucider. Mais du coup, le détective, que vont voir Sam et Lila, et qui leur apprend justement que Madame Bates est morte, il va aller lui aussi enquêter dans le motel, ce qu'on ne voit pas dans le film. Oui, c'est ça en fait, ouais, pour éviter de faire doublon, parce que du coup, t'as deux personnages de détectives qui passent coup sur coup. Et dans le livre, on n'est pas autant sur le point de vue de toute façon de l'autre enquêteur, hein, donc finalement, ça passe, qui est un deuxième truc, puisqu'on est vraiment sur Sam et Lila, sur du coup l'amant en question qu'on voit au début du film et dont on parle au début du livre, et Lila qui est donc la sœur très inquiète avec qui Marion vit en fait. C'est comme ça qu'elle se rend compte que quelque chose ne va pas, c'est dire on vit ensemble et j'ai plus de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Puis là, oui, le shérif, il arrive au motel, pour lui, il n'y a rien de normal, il y a rien d'anormal, et donc en fait, il rentre. Il dit bah non, tout est normal, en plus je les connais bien. Ce sont des gens sans histoire. Rappelez-moi, Sam, c'est l'amant justement de Marion. Son fiancé dans le livre. Fiancé endetté. Et son fiancé endetté. Je dis amant par rapport au mot qu'utilise Hitchcock lui-même dans les entretiens Hitchcock-Truffaut pour caractériser ce personnage. À ce moment-là, voilà, coucher avec quelqu'un au milieu de la journée, c'est forcément quand on n'est pas marié, c'est forcément un amant. On ne parle pas de compagnon, on ne parle pas de quelque chose comme ça. Oui, moi je l'emploie justement au sens littéral de amant, Parmi les partenaire de différences chair. aussi, En fait, on que tu sois marié ou pas, parlait, enfin. tu l'avais évoqué Frédéric, la scène avec le policier au début du film, effectivement. Ça, c'est des ajouts de scénario pour faire monter la tension, en fait, encore une fois, pour créer du suspense, en fait. Est-ce qu'elle va se faire arrêter? Est-ce qu'elle va se faire découvrir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que du coup elle se fait arrêter? Elle va en prison? Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé les bandes annonces. S'il y avait des bandes annonces à l'époque d'ailleurs. Je crois des pas, non. trailers pour les films. Parce que. Y avait-il les youtubeurs de l'époque qui faisaient des analyses image par image Ouais, non, mais parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je trouve. Moi, ça fait des années que j'ai pas vu la bande-annonce d'un film avant d'aller le voir, heureusement. À part quand je vais au cinéma, mais j'y vais pas trop. Parce que je trouve toujours que les bandes annonces spoilent, alors sans révéler les twists finaux des films, mais moi je trouve qu'une affiche. Alors oui, il y a des cas particuliers, mais apparemment ça a empiré avec le temps. J'ai un peu l'impression que c'était entre guillemets mieux avant, que les bandes annonces étaient peut-être un peu plus maîtrisées et discrètes. Et que maintenant, il faut en faire des caisses de toute manière pour donner envie aux gens d'y aller, il faut montrer plus de money shot, etc. Mais moi, j'aime bien le concept, alors c'est très personnel, je ne sais pas, vous qui nous écoutez, si vous avez le même rapport
aux bandes annonces, aux affiches et à l'état d'esprit dans lequel vous allez voir un film. Mais moi, je fais partie des gens qui sont, quand je sais que je vais voir un film, et donc la question c'est comment je le sais. Est-ce que c'est parce que j'aime un acteur? Est-ce que parce qu'on me l'a quand même pitché? Est-ce que j'ai vu l'affiche? Je donne l'exemple par exemple de Shutter Island de Scorsese. Je passais dans le métro parisien à l'époque, je vois l'affiche, je vois Scorsese, une femme a disparu, une île, un hôpital, une femme a disparu, Leonardo DiCaprio. Je me suis dit ok, ça a l'air bien, ça a l'air d'être un film noir, j'y vais. Et moi ça me suffit, et du coup une fois que j'ai décidé que j'allais voir ce film, bah, je veux surtout pas savoir quoi que ce soit, y compris apprendre un truc qui se passe à la 5e minute du film. J'aime bien cette idée où tu arrives vraiment complètement frais, ce qui donne parfois des expériences qui, je pense, ne sont pas les expériences majoritaires. Je pense, par exemple, quand j'étais voir ce film de Cronenberg qui s'appelle History of Violence, où je ne savais pas du tout où ça allait, en fait. C'est pareil, je savais qu'il y avait Viggo Mortensen, etc. Mais du coup, quand le film commence par un long plan sur une espèce de station essence ferme un peu, pareil, rurale, Amérique, etc. Un très très long zoom avant, etc. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je sais pas ce qui va se passer. Je suis venu voir un Cronenberg avec Viggo Mortensen, c'est tout ce que je sais. Et du coup, tu as des rebondissements que d'autres personnes ne vivront pas comme des rebondissements. S'ils ont lu le pitch qui dit oui, je me rappelle plus le nom de l'actrice, mais c'est celle qui joue dans Mulholland Drive et qui joue dans le remake de Funny Games. Naomi Watts est en couple avec machin, mais elle découvre, suite à l'intervention de machin pendant un braquage, elle découvre qu'il a peut-être un passé sombre. Bah, moi, je sais pas encore qu'il va avoir un braquage, tu vois. Et donc, je me demande comment le film, à l'époque, pour revenir à Psychose, avait été promu ou pas, sur quel argument. Et je me dis aussi, bah du coup, ça se trouve, c'est un film de prison, tu vois. Ça se trouve, la meuf, elle va se faire arrêter par le policier et ça va être Midnight Express, quoi, tu vois. En fait, tu peux imaginer plein de choses si tu sais vraiment zéro chose sur le film, quoi. Est-ce que sur l'affiche, c'est marqué une femme, 40 000 $, un motel, par exemple? Auquel cas, tu peux te dire, quand tu vois la scène du policier, ah, j'ai vu sur l'affiche qu'il y a marqué un motel, donc elle va pas se faire arrêter par le policier, elle va aller dans le motel. Mais peut-être que le policier va la suivre au motel. Tu peux te faire plein de films, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Malheureusement, je ne sais pas s'il y avait déjà des bandes annonces à l'époque, mais en tout cas, du peu qu'en parle Hitchcock à ce sujet, dans les entretiens Hitchcock-Truffaut, il parlait juste du fait d'avoir fait la promotion sur la surprise, justement, d'avoir créé, d'avoir parlé de la terreur qu'allait susciter le film, et de créer la surprise avec Janet Leigh. Et c'est là-dessus, en fait, que le film s'est vendu et que la communication a été faite. Dans le film Hitchcock, d'ailleurs, avec Anthony Hopkins et Helen Mirren, qui racontent l'histoire du tournage du film, ils en parlent aussi. C'est ce côté, comment est-ce qu'on fait pour parler d'un truc qui est aussi sombre et qui va autant choquer? Eh ben, on va faire monter l'envie de voir ce film comme ça. On promet la grosse star qui est Janet Leigh. On promet du suspense, de la tension, de l'horreur, et on crée un effet d'exclusivité. On interdit aux gens de venir s'ils sont en retard. Ça aussi, en fait, ça a participé. C'est côté, cette exclusivité-là, ça fait partie du truc. Ok, d'accord, il y a un événement qui se crée autour de ce film. Il doit être vraiment différent pour qu'ils aient mis cette interdiction en place, effectivement. Ouais, donc là, sur l'affiche, on voit Marion qui est en sous-vêtements, justement, dans la première scène. Ouh. On voit Sam, qui doit être pareil, dans la même scène, puisqu'il est torse nu aussi. On voit Anthony Perkins, qui est comme ça. C'est la fameuse image où il a la main devant la bouche. Donc il y a absolument personne ne pourra entrer dans la salle après le début du film. Et juste la catchphrase, c'est le suspense à son paroxysme. Et il y a d'autres affiches où justement on a le Hitchcock qui met le doigt sur la bouche en disant ne révélez pas la fin du film, nous n'en avons pas d'autres. Et c'est pas mal. C'est pas mal. L'humour anglais. J'adore. Ça a suffi. Et comme quoi, hein, ça a bien marché. Des années après, on est là, on en reparle. Ça a influencé tellement de réalisateurs derrière. Ça a ouvert des possibilités dans le champ du cinéma hollywoodien. Ça a relancé la carrière d'Anthony Perkins d'une autre manière, puisque derrière, il va tourner avec... Oula, j'ai un trou. Il va tourner dans des adaptations de Kafka, entre autres, le procès de Kafka par Orson Welles. Voilà, autre immense réalisateur des États-Unis. Donc voilà, ce film met Anthony Perkins sur la carte, en fait, parce qu'Anthony Perkins vient du théâtre, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc voilà, d'un coup, avec ce film, on a il a une porte d'entrée dans le cinéma hollywoodien. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui sont venus parce que ça coïncide en fait avec la fin du couple de Janet Leigh avec Tony Curtis. Ok. Et il y a eu des rumeurs à l'époque qui disaient que c'était à cause de ce film qu'ils s'étaient séparés. Et du coup, le côté un petit peu ragot, cancan, s'ils se sont séparés à cause de ce film, je vais aller le voir, comme Ice White Shot avec Kidman Cruise, où vraiment
ils se séparent à 3 semaines de la fin du tournage, ou 3 jours après à la fin du tournage, enfin, vraiment très proche de la fin du tournage. Donc tu te dis, bon, bah, si ça a été suffisamment important pour que ça mette fin à leur couple, c'est que le film doit être bien. Spoiler, non. Mais Après, t'aimes pas le film? j'aime pas Eyes Wide Shut, mais j'aime pas Ah, ok, Kubrick, non, je croyais que tu donc, parlais de Psycho. c'est Ah pour non, ça, Psycho, c'est brillant, mais Mais du coup, c'est vrai je ne perds jamais une occasion de dire du mal de Kubrick. En fait, de toute manière, une fois que tu as fait venir juste. En fait, il te faut une masse critique. Je reviens sur Psychose et le lancement. Le film est suffisamment bon et révolutionnaire en plus pour l'époque pour que le bouche-oreille fasse le travail après, en fait. Il faut juste qu'il y ait suffisamment de gens aux premières séances, le premier jour. C'est même pas la première semaine, quoi. Parce que je pense que du coup, les gens en sortant du ciné, ils ont appelé les gens au téléphone ou le lendemain, ils en ont parlé au boulot et ils ont dit ah mais incroyable, il faut que tu ailles voir ce film, j'ai jamais vu ça, etc. Ou peut-être même en disant ah c'est scandaleux, c'est choquant. Quel que soit le bouche-oreille, tu fais tellement parler de toi, t'as tellement un effet de disruption quoi que la promotion se fait tout seul après, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Mais sont autant à cette époque qu'à la nôtre. Mais c'est encore plus étonnant du coup, puisqu'il n'y a pas les réseaux sociaux à cette époque-là. Les canaux de communication, c'est vraiment voilà, les critiques dans les journaux, le bouche à oreille. C'est vraiment la manière qu'ont les gens de se renseigner sur un film. Et le fait qu'Hitchcock était quand même une méga star Hitchcock, déjà. voilà, c'est ce que j'allais dire. Hitchcock, c'est pas non plus n'importe quel réalisateur à ce moment-là. Déjà à l'époque, il y a des gens qui viennent sur son nom pour voir un film. Le fait de l'avoir sur l'affiche par exemple aussi. Tout à fait. Le fait, en fait, la raison pour on parlait en off tout à l'heure des caméos même peut-être en live, on parlait du caméo d'Hitchcock dans le film. Ça, c'est quelque chose qu'il fait dans absolument tous ses films. Mais ça a commencé quand il faisait du cinéma tranquillement en Angleterre parce qu'il aimait juste bien devant la caméra. Mais le fait que ce soit devenu un gimmick, c'est parce que les gens se sont mis à le chercher. Et du coup, il s'est senti obligé derrière d'à chaque fois d'apparaître de manière absolument évidente à la caméra, parce que sinon, en fait, les gens auraient passé le film entier à chercher dans les figurants ou dans les choses. C'est ce qu'il dit en tout cas. Et que du coup, il préfère apparaître de manière extrêmement évidente pour que l'attention du spectateur elle soit sur ce qui se passe dans le film, sur la tension générée, sur l'émotion, et pour éviter la distraction. Mais où est Alfred Hitchcock? Donc, il y avait déjà ce gimmick qui était connu, en fait, ce caméo-là. Et c'est vrai que en fait, Hitchcock, c'est aussi c'est un nom. Clairement, on parle de suspense Hitchcockien. Enfin, tu vois, il n'y a pas tous les réals qui ont donné leur nom à un certain style de film, etc. C'est une silhouette. Ce monsieur, silhouette renforcée parce que justement il apparaissait dans les films, parce que je suis sûr il y a plein de réalisateurs très connus dans les années 50 ou 60, les gens ils savaient pas forcément, connus. J'allais dire, est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ressemble Michael Cimino? C'est peut-être pas le meilleur exemple. Aujourd'hui ça paraît évident que tout le monde connaît la tête de Spielberg par exemple, mais parce que il y a eu les programmes télé, il y a eu les VHS, etc. Il y a eu une massification du média, mais quand tu allais que au cinéma et que tu n'avais pas par exemple des interviews des réalisateurs parce que tu regardais pas spécialement des interviews de réalisateurs à la télé, tout simplement, tu connaissais le nom sur l'affiche, mais tu pouvais pas savoir à quoi il ressemblait. Et le fait d'avoir ce mec-là, qui en plus pour les Américains est anglais, donc ça connote, il est un peu exotique en fait, et qui a cette silhouette, et qui apparaît dans ses films, et ça devient une marque. Enfin là, j'ai l'air de parler beaucoup de marketing, mais c'est un truc, il a une aura qui est identifiée auprès du grand public, au sens même des gens qui sont pas spécialement cinéphiles, qui est très incomparable. Je crois qu'après, il faut attendre George Lucas en fait pour avoir la même chose, quoi. En fait, j'ai envie de dire il y a tu vois. Alors pour d'autres raisons, parce que c'est un raz-de-marée culturel, donc tu peux dire que Star Wars a changé la pop culture, etc. Et Psychose a changé la pop culture aussi, de toute façon. C'est un film. Encore une fois, le film d'horreur avant, on avait tous, enfin ils avaient tous en tout cas l'image des films des vieux Dracula ou des vieux les films de la Hammer. Exactement, c'est ce que je dirais, les films de la Hammer et tout. Et puis d'un coup, tu proposes quelque chose qui est pas du film noir ou du film d'enquête non plus, qui est vraiment non, on est sur un vrai thriller. Quelqu'un se fait assassiner, une femme se fait assassiner sous sa douche par une vieille femme. Le fils de la vieille femme essaye d'effacer les traces du meurtre en disant je veux pas que ma mère elle se fasse arrêter. Et du coup voilà, en un sens ça, pas qu'en un sens, ça a révolutionné le cinéma, ça a révolutionné le cinéma d'horreur, et ça a révolutionné d'un coup derrière des gens disent ah mais on peut faire ça. Plein de réalisateurs et de producteurs ont permis derrière
qu'on fasse du film d'horreur parce qu'il y a eu Psychose et que ça a eu un énorme succès. D'ailleurs, c'est pas un peu le premier slasher, Psychose, en fait? Et j'ai aussi une question sur la scène de la douche, parce que je m'aperçois que, oui, je me rappelle des iconiques notes de violon de Herman et de l'iconique main avec le couteau, mais tu me dis, c'est sa mère qui a assassiné Marion, c'est la mère de Bates qui a assassiné Marion. L'esprit du spectateur à ce moment-là. Oui, oui, tout à fait. Je me rappelle plus dans le film si on voit des cheveux ou une perruque de femme ou quelque chose qui laisse penser que c'est elle ou juste un bras. Alors, est-ce que c'est le premier slasher? Je pense que oui, il y a peut-être des giallo italiens avant qui en proposent, mais je suis pas Techniquement, sûr. c'est pas un slasher, parce que dans un slasher, il y a plusieurs victimes. Bah C'est là, il y a- Tué de la même manière. Ah, ok, parce que le C'est flic vrai. aussi, enfin le détective privé aussi. Oui, se mais fait il est tuer. pas... Ouais, ouais, non, ok, certes. pas sous la C'est Mais un c'est- proto-slasher, c'est ce qui va inspirer les slashers. Premier film Après, de tueur en série, on est d'accord? Il y a probablement pas de choses comme ça. C'est aussi si tu considères La Momie comme un tueur en série, tu vois, avec Boris Karloff. Non, mais premier degré, c'est pas ironique quand je dis c'est ça. un tueur en bandelette, mais... Un tueur sérigraphié. Non, mais effectivement, c'est ce qui va participer à la création du slasher quelques années après. Mais techniquement, on considère que c'est Black Christmas, le premier, donc 74. Mais voilà, effectivement, les giallo et Psychose participent à l'élaboration du genre et à sa popularité, mais techniquement, ça n'en est pas un. Pour répondre à la deuxième question, quand Janet Leigh Marie ouvre la scène à louche, on voit, si ma mémoire est bonne, en contre-champ rapidement la perruque, en fait, et quelque chose qui ressemble à une robe, vaguement en face, avec tenant le couteau. Je vais regarder là tout de suite, puisque Il y a les images. j'ai les images littéralement dans le livre. Là, ici, ce qui nous permet de suggérer que c'est une femme. Là, je montre à Frédéric dans les entretiens C'est une Hitchcock-Truffaut espèce de contre-jour, en fait. littéralement les différentes images qui composent la séquence. Et effectivement, en contre-jour, on voit quelqu'un avec une perruque qu'on a déjà vue un peu auparavant dans le film. Enfin, les cheveux, en tout cas, on les a déjà vus auparavant dans le film. D'une silhouette, du coup, en contre-jour, tenant le couteau. Donc, à ce moment-là, le spectateur peut déjà supputer qu'il s'agit de la mère de Norman Bates, puisqu'on a déjà vu les cheveux de la mère de Norman Bates auparavant. Yes. Mais de toute façon, derrière, la réaction de Norman Bates, en disant « Non, maman, qu'est-ce que t'as fait ?» ça va juste, on comprendra que, dans tous les cas, pour Norman Bates, c'est sa mère qui a fait ça. Et dans le livre, c'est décrit comment, si tu te souviens? Donc on nous dit qu'elle est sous la douche, l'eau était brûlante, tout ça. C'est pourquoi elle n'entendit pas la porte s'ouvrir et elle ne perçut pas le bruit de pas. Au premier abord, quand les rideaux de la douche s'écartèrent, la vapeur obscurcit le visage qui venait d'apparaître. Puis elle le vit, là, distinctement près d'elle. Fin du chapitre, donc le paragraphe qui nous décrit tout ça. Ce n'était pas un masque, c'était le visage d'une vieille femme folle. Ok. Et ce n'est pas non plus ce qui a inspiré Michael Myers. Non, mais j'allais dire, est-ce que du coup, parce qu'il remet la tête, la peau littéralement de sa mère, ou est-ce que c'est juste parce qu'avec la perruque, elle se dit, ah, lui s'identifiant, il est peut-être maquillé, etc. Et... Il se grime. Après, dans le livre, il y a une dimension qui est assumée un peu plus paranormale, puisque Norman Bates, on nous est présenté comme quelqu'un qui s'intéresse pas juste à la taxidermie, mais il s'intéresse aussi à la philosophie, à la psychologie et à la parapsychologie, en fait. Et il y a des suggestions comme quoi le fait de s'identifier à ce point pourrait le changer un petit peu physiquement aussi, en plus. C'est à la fin, lors des explications, tout ça. Mais le fait aussi que, du coup, que ça va changer, tout ça, c'est plus dans le film. C'est l'occasion de rappeler que Robert Bloch était fan de Lovecraft et qu'il a écrit d'ailleurs des fictions Lovecraftiennes. Et tu vois, justement, donc, juste après ça, on a une fin de chapitre. Et je trouve que c'est la meilleure fin de chapitre du livre, que je trouve bien écrit, mais on en reparlera plus tard. Mais du coup, on nous dit « Marie se mit à crier. Alors les rideaux s'écartèrent davantage et une main apparut, armée d'un couteau de boucher. Ce fut ce couteau qui, un instant plus tard, mit fin à son cri et à sa vie. » Pas mal, c'est pas mal. Ouais, franchement, je suis là. Bien joué. En plus, du coup, sur mon édition PDF, vraiment, juste le « et à sa vie » et sur une page, rien que pour lui. Et ça marche plutôt très bien. Donc en fait, après, si on reprend un petit peu le fil de notre narration, Sam et Lila vont mener l'enquête à la place du shérif. Sam et Norman se discutent, plus ou moins tranquillement, jusqu'à ce que Sam se fasse assommer, alors que Lila, elle est partie explorer la maison, et que là aussi, comme dans le film, c'est elle qui tombe sur Mrs. Bates, qui attend dans son fauteuil bien tranquillement. Et en fait, Sam est sauvé par le shérif, qui en fait parce que le shérif, pendant tout le livre, il est persuadé que Arbogast est parti, en fait.
Il dit non, mais c'est une enquête qui l'intéressait pas. Le gars s'est barré. Et en fait, il rappelle l'hôtel dans lequel il était descendu. Qui lui disent bah non, en fait, il est pas revenu. Là, ses bagages sont toujours là. On sait pas où il est. On s'inquiète un peu. Et du coup, le shérif se dit ah, c'est chelou en fait. Peut-être que les 2 autres zigotos, là, ils avaient raison. Donc je vais revenir au motel. Et c'est là qu'il voit la voiture aussi de Sam et Lila. Et qui du coup se dit bon, bah ils ont dû se fourrer dans le pétrin. Je vais aller les sauver. Et effectivement. Et donc, tout est bien qui finit bien. Norman est à l'hôpital psychiatrique. Et on a une longue discussion, du coup, le psychiatre va expliquer à Sam et à Lila... Il va faire du exposition. C'est ça. Pour le spectateur. Voilà, sur ce qui s'est passé, ce qu'il a comme pathologie. Voilà, sur le fait que c'est pas de sa faute, quelque part. C'est juste que, bah voilà, il a différents petits soucis dans sa vie liés à sa mère qui voulait totalement l'empêcher et le couper du monde. Et que donc, il a fini par lui prendre le dessus et en lui faisant voir le monde de force en allant la déterrer après son suicide. Elle s'est suicidée Oui, mais il y a aussi la suspicion. Voilà. Alors, les 2 suspicions sont présentes. Est-ce que la mère de Norman Bates s'est suicidée avec son amant? Mais l'hypothèse du shérif, à la fin du livre, c'est que c'est Norman qui a buté sa mère et son amant parce que il supportait pas que, je synthétise à l'extrême, que sa mère refasse sa vie avec quelqu'un d'autre. Dans le livre, le terme d'Oedipe est dit dès les premières pages. Hein. C'est dans la discussion entre Norman et sa mère. Déjà, la meuf s'appelle Norma, son fils s'appelle Norman. Tu vois bien que c'est problématique. Non, mais c'est explicité. Je veux dire, c'est là aussi où je trouve que c'est quand même, pour l'époque, un peu malin, voilà, comme en termes de d'envoi. On te présente une relation problématique dès le départ entre une mère et son fils. Le fils qui en a vaguement conscience puisqu'il lit la psychologie et qui parle de l'Oedipe. La mère qui le rabrousse tout de suite en mode mais tu vas pas parler de ces choses sales dans ma maison, enfin, etc. Et en fait, on voit tout au long du livre, de toute façon, on voit complètement que la relation est au minimum problématique, au minimum, pour que à la fin on voit que ouais, non, effectivement, on est passé dans un stade fusionnel au point que il aurait buté sa mère et son futur beau-père potentiel, et qu'en plus derrière il la déterre et il s'habille comme elle, il vit à sa place, il la fait parler, etc. Il a du mal à couper le cordon, si je puis dire. Et donc oui, en plus c'est un empoisonnement avec de la strychnine, qui est une sorte de mort au rat, qui provoque des convulsions mais ne supprime pas la connaissance. Les victimes meurent d'asphyxie et les muscles respiratoires se paralysent. Donc en plus Norman a dû assister à toute leur agonie, et il pense que c'est ça en plus qui l'a fait vriller. Et bon, déjà quand t'empoisonnes ta mère et ton beau-père, c'est peut-être que t'as déjà vrillé avant. Oh, franchement, il y a débat. Hein. Ça dépend de la mère et du beau-père. Et du coup, voilà, il a fait passer ça pour un suicide en imitant l'écriture de sa mère. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le film. Non, dans le film, toute cette partie... En fait, on le voit pas à l'hôpital déjà dans le film, il est juste au commissariat. Il est en fait... T'as quelqu'un qui explique, mais je me rappelle plus qui c'est. Le policier ou un crois que expert policier, psychiatre. ouais. On a le exposition drop. On a l'exposition drop, mais qui est beaucoup moins longue, beaucoup moins longue, même si derrière, comme dans les 2 cas, dans les 2 cas, en fait, on finit avec le dialogue intérieur de Norman Bates dans la peau de Norma Bates, qui termine avec ces mots je suis juste une vieille femme il faut qu'il voie que je ne suis qu'une vieille femme qui ne ferait même pas de mal à une mouche. Et pour le coup, avec ce sourire iconique à la fin d'Anthony Perkins qui regarde la caméra. Non, là-dessus, il y a plein de points sur lesquels Hitchcock a dévié. Encore une fois, l'ajout de policier, l'ajout d'une scène un peu sulfureuse au début, plusieurs raisons. Et voilà, sur des noms, sur des ordres un peu différents dans les chapitres autres. Mais il a quand même réussi à garder des choses qui sont des punchlines assez sympas quand même en termes de dialogue, je trouve. Ça marche pas trop mal. D'autant qu'il considère que le roman Psychose est assez mineur. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans les entretiens avec Hitchcock-Truffaut. Il dit « Oh non, c'est pas un super roman, mais de toute façon, c'est pas les grands films ne peuvent pas venir de chefs-d'œuvre de la littérature, puisque on en a déjà parlé. C'est pas le même médium. Donc du coup, la manière dont les mots sont écrits, ils résonnent dans la tête de quelqu'un, ça peut pas provoquer... c'est pas le même langage que le langage des images qui va provoquer d'autres émotions et d'autres sensations chez quelqu'un. »
Et tu sais quoi, au-delà du média, moi je dirais qu'il y a aussi un problème justement de qualité, c'est-à-dire que si on prend des médias identiques, par exemple un musicien qui fait la reprise d'une chanson préexistante, en fait, si le matériau de base que tu reprends à ta sauce, il est extraordinaire, bah dans le meilleur des cas, tu fais aussi bien et pas mieux. Je caricature un peu, tu vois, mais voilà quoi. Alors que si tu prends un truc qui est pas mal, qui a du potentiel, par définition, si le truc a du potentiel, c'est toi qui peux t'occuper de ce potentiel-là, qui peut aller emmener le truc à son plein potentiel et faire mieux que l'original, même si c'est aussi pas juste mieux, mais différent. Par exemple, tu peux prendre une chanson je vais prendre un exemple qui est peut-être connu de pas mal de nos auditeurs, Johnny Cash, une chanson qui s'appelle Hurt, dont beaucoup pensent que c'est une chanson de Johnny Cash. En fait, c'est une reprise de Nine Inch Nails. Donc, puisqu'on parle de cinéma, vous connaissez forcément Nine Inch Nails déjà parce qu'il y a pas mal de leurs morceaux dans la BO de Seven de David Fincher et que surtout le frontman, leader, créateur, maître de cérémonie depuis 40 ans de Nine Inch Nails, Trent Reznor, fait beaucoup de musique de film désormais, notamment pour Fincher. Il les fait avec Atticus Ross. Donc, voilà, Nine Inch Nails à la base. Hurt, c'est une chanson qui sort dans les années 90, qui est bien, mais qui est pas... Déjà, elle est sur un album concept, donc c'est la 14e chanson de mémoire, c'est celle qui clôt l'album. Voilà, un album très particulier, etc. Bon, la chanson est bien, mais elle a des particularités. C'est une balade, mais un peu bruitiste, puisque c'est de la musique électronique, c'est ce qu'on appelle du métal industriel et tout. Bref, Johnny Cash arrive, sur les conseils du producteur Rick Rubin d'ailleurs, et il reprend cette chanson, et ça devient une espèce de balade country ultra mélancolique, qui en plus qui fait à sa fin de vie, etc., et qui est complètement... c'est pas juste que c'est mieux, c'est que de toute manière c'est très différent, justement. Là on a un truc où c'est le même médium, mais en fait c'est plus le même médium parce que c'est plus le même genre. On parle d'un truc... électro-rock à ce truc country entièrement acoustique avec cette voix très particulière. Et je crois que même Reznor a dit c'est plus mon morceau en fait, c'est le morceau de Johnny Cash maintenant. Ce qui est peut-être le plus beau compliment qu'on peut faire à quelqu'un qui reprend un de vos morceaux, quoi. Tout ça pour dire qu'il y a la différence et qu'effectivement dans le cas du changement de média entre un livre et un film ou entre un jeu vidéo et un livre, etc., il y a une question de qualité, d'essence différente, mais après il y a la question de la qualité de même un média égal, sur une échelle de 1 à 10, même si c'est peut-être un peu discutable de noter les œuvres d'art, etc. Bah, si tu prends un truc qui est à 5, toi tu peux le monter peut-être à 9. Si tu prends un truc qui est à 9 ou à 10, bah, comment faire mieux, quoi. Donc adapter des romans mineurs, c'est peut-être aussi effectivement une excellente idée pour faire des films qui sont des bangers, parce que bah, tu peux enlever les défauts, tu peux renforcer les qualités du média de base, mais l'optimiser en supprimant le trop-plein, en bouchant les trous scénaristiques, etc. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. La raison pour laquelle un livre va plaire, ça va pas être la même raison pour laquelle un film va plaire, hein, de toute façon. Enfin, en termes de... Si on prend... La structure est globalement la même entre Psychose de Robert Bloch et Psychose d'Alfred Hitchcock. Pourtant, l'effet produit est très différent. On s'intéresse pas tout à fait au même point de vue. On n'a pas je pense à l'introspection de Norman Bates, sa relation avec sa mère, elle n'est pas autant détaillée dans le film Psychose. Et on en ressort avec, en mon sens, plus d'effroi et de... Après, voilà, j'ai d'abord vu le film avant de lire le livre, mais forcément, voilà, je lis le livre en m'attendant à cette scène de meurtre, du coup. Mais voilà, il n'empêche que l'émotion provoquée n'est pas, effectivement, pas la même. Hitchcock, il a fait cette réflexion quand il en parle avec François Truffaut sur pourquoi est-ce que j'adapte quelque chose de mineur. C'est parce qu'en fait, il dit on m'avait proposé de faire Guerre et Paix. Mais, oh là là, bon, voilà, c'était un exemple. Il dit pourquoi est-ce que vous n'adaptez pas Guerre et Paix? Il dit parce que Guerre et Paix, bon, outre le fait que ça demanderait 9 heures de pellicule. Voilà. Il y a tout ce côté. Il dit une bonne histoire en tant que telle, c'est pas ça qui fait un film, en fait. Un bon scénario, c'est pas déjà le film. Le film, c'est les images. Et ce qu'il faut réussir à faire, c'est transmettre en images des émotions. Et quand l'émotion est trop liée aux mots, et à leur manière, au MOTS, quand l'émotion est trop liée aux mots, on peut pas en faire des images, en fait. Il faut créer, et c'est ça qu'on peut faire en fait. Il considère que Psychose est une pure œuvre de cinéma parce que la tension, elle est générée par les images et pas par les dialogues, par exemple. Quand tu arrives et que tu as toute cette taxidermie, le fait que ce soit filmé en noir et blanc, un noir et blanc très particulier qui rappelle en plus, fait penser à la Hammer à des moments, c'est pas pour rien. La scène sous la douche
Effectivement, tu as les côtés extrêmement stridents de Herman, ça fait partie du langage cinématographique déjà à ce moment-là, mais le fait que ce soit ultra cuté, comme ça, que tout soit fait par suggestion, c'est des images, encore une fois. Le fait que quand tu vois le policier s'approcher, encore une fois, c'est pas un dialogue, c'est pas des mots, c'est des images aussi. Tout ça, c'est pour ça qu'il considère, il le dit, que c'est vraiment un film de pur cinéma, Psychose. Et c'est pour ça qu'il en est très content. Outre le succès que ça a eu. Mais c'est bien. Il a des films qu'il a fait, il considère qu'ils sont pas top. Alors que tout le monde dit que tous les films de Hitchcock sont au minimum bons. Lui, il dit, bah non, il y a 7 films qui est adapté d'une pièce de théâtre. En vrai, ça reste la pièce de théâtre. C'est pas un film. Il y a L'homme qui en savait trop. Alors, il y a plusieurs versions, donc je les confonds toujours un peu, mais il y en a une qui finit par une interminable fusillade dans les rues de Londres avec les policiers qui assiègent un truc. T'es en mode, mais... J'ai vu ça au ciné, j'étais en mode, mais c'est triste parce que c'est vraiment chiant, ça a vraiment mal vieilli, parce que c'est une scène d'action aussi. Tu vois, qui se veut, pour l'époque, spectaculaire, parce que c'est une fusillade et tout. Alors que bah, c'est pas ce que tu retiens le plus de Hitchcock. Si je te dis c'est quoi tu retiens de Hitchcock, alors ça dépend, peut-être vous allez me dire les oiseaux, je retiens les gens qui attaquent, les animaux qui attaquent les gens, ou je retiens la scène de la douche. Moi je retiens, je me rappelle plus du nom de l'acteur, c'est Stewart, je crois, son nom de famille, qui déambule dans les rues de San Francisco à la recherche de la femme qui l'obsède dans Vertigo, où on a l'impression nous-mêmes d'être pris comme ça à moitié hypnotisé parce que c'est très très long cette scène et il tourne en spirale dans la ville, mais en fait il y a des gens qui essaient de comparer le plan réel pour voir si ça correspondait à un vrai trajet, mais pas vraiment, mais si c'était le cas ça ferait quand même une spirale, enfin bref. T'as plein de trucs, ou même je pense à Rebecca, moi, qui est un film que je trouve très intéressant. Pareil, tu parles de noir et blanc, le noir et blanc est somptueux dans Rebecca, avec ce côté aussi proto-gothique dans la maison. Qu'on traitera peut-être d'ailleurs dans ce podcast parce que c'est une adaptation. Et oui, c'est une adaptation, et en plus, il y en a même une version plus récente, donc il y a des choses à dire sur ce film, qui n'est pas le plus connu et que moi je trouve très, très, très intéressant. Et je sais pas, du coup, je me permets de. Je veux pas te parler trop de Hitchcock trop longtemps, parce que est-ce qu'il y aura des questions sur Hitchcock à la fin du podcast? Oui, j'ai oublié de les écrire dans mon conducteur, mais évidemment. D'accord, parce que du coup, voilà. Moi je pense à d'autres choses quand je pense à Hitchcock, Mais du coup, on en parlera à la fin. Là, j'ai juste un petit exercice de pensée à vous proposer. Hitchcock accepte de faire Guerre et Paix, et c'est King Vidor qui réalise Psychose. Ouais, alors King Vidor, je suppose du coup que c'est le mec qui a fait Guerre et Paix. Qui est tout à fait, qui a fait le Guerre et Paix, sorti en 56, film de 3h28. Ouais, mais surtout que j'ai pas vu et que j'ai même pas lu le livre et je sais pas ce que King Vidor a fait d'autre, donc je vais avoir du mal à machin. Mais Hitchcock qui réalise Guerre et Paix, bah il y a des espions dans Guerre et Paix ou pas? Bah non, c'est juste des Russes qui font la guerre et ceux qui sont pas à la guerre, ils vont à des balles. Ah, c'est nul. C'est un peu lent. Alors, Alors, il n'y a pas que ça, mais alors, tu vois, si je devais le résumer mal pour le jeu, ce serait ça. Je le note pour plus tard. Pendant un bal, il pourrait y avoir un suspense avec une caisse à champagne. Je sais plus dans quoi c'est, mais oui. C'est dans Les Enchaînés, Notorious. Franchement, c'est un des trucs qui m'a le plus scotché. C'est genre, le mec te fait un putain de suspense Hitchcockien, c'est le cas de le dire, avec une caisse à champagne. Ah là 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 là, quoi. Mais quelle maestria, putain. Ah, mais c'est le maître du suspense, hein. Là, des gens considèrent que M. Night Shyamalan utilise parfois... J'ai lu. Hein. Ils disent que c'est le nouvel Hitchcock avec sa maîtrise du suspense dans certains de ses films. J'éviterai récemment. Non, mais surtout ce à quoi je crois Night Shyamalan a répondu « Calmez-vous ». Évidemment que non. Enfin, on peut au moins lui reconnaître d'être lucide. C'est bien, il est pas complètement delusional, ouais, parce qu'en fait, ça me fait penser au même, vous savez, avec le cheval, qui est bien dessiné d'un côté et mal dessiné de l'autre, et qui sert de genre la sociologie en 1900 et la sociologie de nos jours, et machin, et bah, le suspense en 1950 et le suspense en 2022, quoi. 23, 24, c'est pas grave. Oui, voilà. Mais pour le coup, en fonction de la définition, y compris de la définition même de Hitchcock, Psychose n'est pas tellement un film à suspense. Non. C'est un film d'inquiétude. C'est ça. Ce serait plus ça, puisqu'en fait, autant dans toute la partie avec Janet Leigh, oui, il y a du suspense, notamment la fameuse scène avec le policier dont tu parlais tout à l'heure. Là, c'est une scène de suspense Hitchcockien, puisque tu sais qu'elle a du cash, qu'elle vient de commettre un crime, voler $40,000. Encore plus à l'époque, mais quand même de nos jours. C'est quand même une très grosse somme à l'époque. C'est quand même une somme honorable de nos jours. Il n'y a pas de problème. Vous irez toujours en tôle si vous voulez $40,000. Hein. Je le dis, voilà. Sauf si vous êtes blanc. Mais... Sauf si vous êtes Samuel Bankman-Fried, mais il faut voler $40 milliards. C'est ça. Arrêtez de voir petit. Mais pour le coup, il installe des ambiances plus. Il montre que quelque chose va mal avec Norman Bates au début. Là, je suis encore dans la
première partie du film, dans les 10 premières minutes. Mais il n'y a pas tellement de fameux suspense Hitchcockien classique. Là, il crée la tension d'une autre manière, avec des jeux d'ambiance, dans la deuxième partie, là, quand on sait que le crime a eu lieu, et que c'est pour ça que je dis que c'est Norman le protagoniste, et pas Lila. Parce que là, on sait, même si Lila a un objectif qui est retrouver sa sœur, celui qui vit le suspense Hitchcockien, c'est Norman Bates. Oui. C'est lui, en fait. D'ailleurs, on le voit il réussit à créer de la tension quand il veut se débarrasser dans les marais de goudron de la voiture de Marie. Quand la voiture arrête l'espace d'un instant de s'enfoncer, voilà, tous peur pour Norman Bates. D'autant qu'à ce moment-là du récit, on se dit, c'est un gars un peu bizarre, mais qui veut juste couvrir sa mère, quoi. C'est limite, mais on comprend. Juste le fait de montrer un personnage en difficulté et apeuré, ça suffit. Hitchcock, il avait compris. Ça suffit pour créer déjà un minimum d'identification avec un personnage. C'est personnage a un objectif, personnage a un obstacle, émotion, identification. Et là, juste dans cette scène de la voiture qui refuse de couler l'espace d'un instant, on est tous avec Norman Bates. Et là, il y a un suspense Hitchcock. Et donc $40 000 de 1959, ça fait $424 500. Wow. C'est pas mal, pas mal. Voilà, un petit x10. Peut-être suspense Hitchcockien, effectivement, quand le détective privé Arbogast se fait assassiner, comme on sait que la mère était déjà capable de tuer, effectivement, le fait qu'il monte comme ça, on est aussi dans ce registre-là. Mais c'est pas le film qui tient le plus sur son suspense. Là, on est vraiment sur le thriller, la tension, mais une tension qui est autre, selon moi. Ouais, puis il y a beaucoup d'étrangeté. C'est vrai que le motif de la taxidermie, c'est un truc c'est un trope de film d'horreur de nos jours. Enfin, tu l'as pas dans tous les films d'horreur, mais tu sais que si tu veux faire de la folk horror ou un survival avec des gens qui se retrouvent dans une cabane au fond des bois, avoir des bêtes empaillées, c'est très très bien pour l'ambiance. Déjà parce que c'est un truc que tu trouves dans les cabanes de chasseurs. Et puis de nos jours en plus, avec l'évolution du regard que portent les Occidentaux sur la chasse et patati patata, et bah forcément il y a ce côté, putain, mais on collectionne des têtes de cadavres en fait. Alors je précise, moi je mange de la viande, hein, donc ça me dérange pas de manger du cadavre, mais empailler un animal, je comprends que ça puisse aussi questionner des gens. Je dis pas que j'aurais pas un animal empaillé chez moi, enfin une tête empaillée, mais on comprend qu'il y a un truc, c'est un peu, c'est littéralement un trophée de chasse un peu bizarre. Et puis les animaux, si vous avez un peu la phobie des visages ou des masques, si vous avez une tendance bizarre à la pareidolie, vous avez des visages, animaux en l'occurrence, qui vous regardent potentiellement, qui vous dévisagent comme ça avec leurs petits yeux en perles. C'est la manière qu'a Hitchcock de filmer ces animaux qui les rend inquiétants aussi. Il les filme beaucoup en contre-plongée, non ? Oui, tout à fait. Et du coup, c'est ça qui crée cette étrangeté. J'ai en tête le terme d'inquiétante étrangeté en français là-dessus. Unheimlichkeit, c'est le mot en allemand. Le mot freudien. Tout à fait, mais ça vient exactement de ça, ce côté. Les choses sont normales, mais pas tout à fait, et c'est de ce pas tout à fait d'où vient l'attention. Ce qui est intéressant, parce que le film commence vraiment comme un, entre guillemets, Hitchcock classique, en tout cas comme un film de son époque, puisqu'on est dans un setup urbain, c'est une femme qui travaille, donc c'est déjà assez moderne. Mais c'est une femme quand même un peu vile, puisque c'est elle qui va voler l'argent. Mais ça, c'est Hitchcockien aussi. Hitchcock. Mais oui, c'est ce que je dis. Ça, c'est Oui, Hitchcock. oui. Mais là où je veux en venir, en fait, il y a un glissement dans le film. C'est-à-dire que tu commences en ville avec une femme moderne qui travaille, moderne, qui a un amant, qu'on vend sous-vêtements, donc c'est très, très, très moderne. Elle se retrouve sous la pluie, donc dans un épisode, tu nous avais parlé du signe aussi. En tout cas, alors je sais pas si on considérait ça comme un signe. Le signe, c'est peut-être plutôt la maison au-dessus du motel. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle voit d'abord, ou juste les pancartes du motel. Mais le fait qu'elle passe sous des trompes d'eau, il y a quelque chose. Tu parlais de surnaturel dans le livre. C'est comme si elle passait dans un tunnel, un portail temporel ou dimensionnel. Elle va dans un monde fantastique. C'est sa traversée, c'est le tunnel, c'est le souterrain, etc. Elle change d'univers. Elle passe un portail. Et on se retrouve donc avec ce motel, ces aliments paillés, et aussi la maison où il y a la mère de Bates qui est filmée au loin, qu'on voit jamais de près, puisque avant que le détective rentre dans la maison, il me semble qu'on voit pas l'intérieur et qu'on voit que la silhouette de la mère à la fenêtre. Moi aussi, ça me fait penser à un film de la Hammer. C'est le manoir gothique dans toute sa splendeur, quoi. C'est pas justement la maison qui a inspiré la maison hantée à Disney ? Il me semble que oui. Hein. Et d'après Hitchcock, c'est même pas une création de sa part. Il dit non, les maisons étaient juste comme ça, sont juste comme ça dans le coin. Oui, non, mais oui. Elle était là, ça marchait bien. Bah, c'est comme la maison à pans de bois en Nouvelle-Angleterre dans les romans de Lovecraft, en fait. C'est complètement ça aussi. La maison coloniale, entre guillemets.
Pour reboucler rapidement sur la taxidermie dans le film d'horreur, il y a un film d'horreur qui s'appelle Taxidermie. Film de... Alors, je sais pas prononcer le hongrois, j'espère que ça va aller. György Palfi, qui est un film en 3 sections où on suit vraiment un grand-père, un père et son fils. J'ai passé tout le film à me dire, mais quoi ? Qu'est-ce que je regarde ? Vraiment, je n'aurais pas dû regarder ce film en mangeant. Bah, Vraiment, Ah non. tu cherches aussi, quoi. Oui, mais en fait, la taxidermie, c'est que dans la 3e partie. Mais en fait, le père est... Donc, on est en Hongrie dans les années 80, donc c'est encore le bloc soviétique. Et il y a des concours de gros mangeurs, sachant que le grand-père, du coup, faisait des trucs pas très catholiques avec des cochons. Enfin, vraiment un film très bizarre, mais très chouette. Alors, de la manière dont tu le pitches là tout de suite, je suis entre La Grande Bouffe de Marco Ferreri et A Serbian Movie. Oui, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Voilà. On est sur ce tir de film. Oui. Et vraiment, quand on arrive presque à la partie taxidermie, qui est la plus soft, presque, eh ben ça nous permet de souffler un petit peu parce qu'on vient de vivre un peu une heure d'enfer. Et là, voir juste le fils, du coup, qui en veut énormément à son père, qui a été assez maltraitant, et juste lui, en fait, il fait de la taxidermie et c'est vraiment sa passion, il est très doué pour ça. Et ben c'est presque reposant. Tout était dans le presque. Mais c'est une comédie. Ok. Là, dans ma tête, il y a le même avec Leonardo DiCaprio. Now you have my attention. Ok. Je suis pas sûr que je le regarderai, mais bref. Mais je te l'enverrai. Je vais aussi aller sur la taxidermie. D'un point de vue symbolique, puisqu'on parlait du cygne, on parlait de la pluie, ça reste quand même la présence de la mort dans un lieu avec des vivants. Ouais. Alors, autant, il y a des cultures où ça se fait, mais chez nous occidentaux, en général, on tend à cacher loin nos cadavres quand même. Et là, le fait de les avoir à proximité, filmés par Hitchcock aussi, ça crée déjà un décalage. Comment parler de Psychose sans parler de sa musique ? Est-ce que Fred, tu peux nous en dire un petit peu plus sur la bande originale de Bernard Herrmann ? Ouais, alors je vais me baser sur mes souvenirs parce que j'ai pas du tout préparé mon intervention, mais en Oui, parce gros, que je te l'ai demandé ce matin. il faut rappeler que Bernard Herrmann est un monument. Ouais, si vous trouvez que de nos jours, Hans Zimmer, quand même, il a beaucoup marqué la musique de film, oulala. Bah, imaginez que Hans Zimmer, c'est un peu. Ça, c'est une mangouste dans la jungle africaine, et puis Bernard Herrmann, c'est un éléphant, quoi. Tu vois. C'est l'orteil. Hans Zimmer, c'est un orteil. Je vous invite à aller voir, ouais, c'est ça, je vous invite à aller voir la filmo d'Herman sur Wikipédia. Mais parmi ses scores les plus marquants, il y a tout ce qui est Voyage de Simbad, notamment. C'est lui qui a fait la musique. Donc, cette légendaire scène avec les squelettes et alors, c'est pas des maracas, je crois que c'est des xylos. Je crois que c'est des xylos qui jouent, mais bon, voilà, pour imiter, enfin, pour évoquer par une espèce de, comment dire, de métaphore sensorielle les squelettes, en fait, et leurs petits os, voilà, les osselets, etc. Donc des superbes scores, hein, pour Sinbad. Et il a commencé à bosser avec Hitchcock sur Mickey a tué Harry, donc The Trouble with Harry. Et faut savoir que Herman était quelqu'un de caractériel, c'est le terme qu'il est convenu d'utiliser quand on parle de lui, qui n'hésitait pas à se citer d'ailleurs dans ses différents scores. Alors, Herman qui se cite, hein, c'est pas non plus Zimmer qui s'autosuce, mais il y a un interview, je crois que c'est pour Vertigo justement, où le journaliste lui dit, mais monsieur Herman, j'ai trouvé que dans ce score il y a des choses qui ressemblent à... Alors je me demande si c'était Psychose ou peu importe, mais il lui cite un score il lui cite un score antérieur, pardon. Donc oui, il y a des éléments qui rappellent ce score précédent. Et Herman lui répond, oui, ça ressemble parce que c'est moi qui l'ai fait. Enfin. Tu vois, on est sur ce genre de personnage. Mais un musicien ultra talentueux qui a marqué l'histoire de la musique de film et qui a inspiré après les gens qui sont arrivés après lui. Il a inspiré, je ne vais pas tous vous les lister, mais clairement il a inspiré Goldsmith. Je pense qu'il a inspiré aussi un peu John Williams. Bref, c'est quelqu'un qui est incontournable dans l'histoire de la musique de film. Et pour Psychose, Hitchcock lui a demandé, je ne me rappelle plus le terme, mais Herman parle de faire une musique qui soit en noir et blanc. Donc là encore, une petite métaphore sensorielle, qui soit en noir et blanc comme le film. Et du coup, il a choisi d'opter pour un format très simple, donc il y a quasiment que des cordes. Beaucoup de gens disent il n'y a que des cordes. Il me semble que c'est inexact, parce que de mémoire, au début du film, quand on a Marion qui prend la voiture, on a un motif percussif, de mémoire, hein, qui fait toukoudum, 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 toum, comme une espèce de petit galop. Et il me semble que ça, c'est joué par de la percussion. Ou alors, c'est des cordes très basses qui font le motif. C'est possible, j'ai pas réécouté la BO. Voilà. Mais à part ce motif potentiellement percussif, vous connaissez tous les violons stridents de la scène de la douche, violons absolument horrifiques. C'est devenu presque, là encore,
un trope de film d'horreur avec les boîtes à musique aussi. C'est un peu les deux grands tropes de films d'horreur, c'est les boîtes à musique et les violons stridents, dissonants. Voilà. Et il faut savoir que Hitchcock, qui était connu pour son tempérament aussi très particulier, et qui donc avait des relations conflictuelles avec Herman, mais beaucoup de gens considèrent que les meilleurs films qu'il a fait, c'est quand Herman faisait la musique. Enfin, ça fait partie de ces duos d'artistes, ou en tout cas de ces collaborations temporaires qui marquent vraiment un média artistique de leur empreinte. Et Hitchcock a déclaré publiquement, attention, accrochez-vous à votre siège ou accrochez-vous à quelque chose, selon là où vous écoutez le podcast, il a déclaré que le succès de Psychose était dû au moins à 33% à la musique d'Herman. Ce qui, venant d'Hitchcock, est un compliment quand même assez spectaculaire. Et je crois que le dernier score que Herman fera pour Hitchcock, c'est justement Vertigo. Je veux pas dire de bêtises, mais après ils vont se fâcher. Voilà. Qui est surpris? Est-ce que pour vous, enfin en tout cas, est-ce que pour toi, Asina, du coup, parce que Fred, tu n'es pas trop dans la question, est-ce que pour toi c'est une bonne ou une mauvaise adaptation? Pour moi, c'est une bonne adaptation. Très bonne adaptation, même, j'ai envie de dire. Parce que, même s'il y a plein d'écarts, c'est extrêmement fidèle sur sur tous les points clés, quasiment. Hein. Voilà, il n'y a pas de... Et ça réussit à magnifier l'ensemble pour en devenir iconique. Ça, c'est indéniable. Le fait que la musique soit restée, le fait que la scène de la douche était parodiée X fois, on voit le fait que quelque chose soit iconique, on peut le démontrer par à quel point ça a été copié, pastiché, parodié derrière. Hein. Là, prenons parmi les grandes œuvres artistiques la scène de Vinci qui est parodiée pour les Jeux Olympiques aux yeux de certains. C'est parce que c'est ultra connu et ça a été décliné énormément de fois. Là, c'est la même chose. Le fait que ce film est un tel classique que derrière, on peut voir un enfant pourrait voir le film, un adolescent pourrait voir le film en disant « Ah, mais c'est ultra cliché le film !» Non, c'est le moule dont tous les clichés proviennent. C'est pas la même chose. Ce film a changé l'histoire du cinéma à ce point. Et en plus, ça reste un super film, quoi, tout simplement. Je pense que c'est une très bonne adaptation parce que ça reprend tous les points clés et en ajoutant encore plus de tension. Pour un livre qui, même s'il est considéré comme mineur par Hitchcock, franchement, il se lit très rapidement et moi, j'ai bien aimé le lire. Hein. Oui, c'était très agréable et puis effectivement, c'est une très très bonne adaptation. Je reviens juste sur un petit détail qui me turlupine et dont j'ai dit que je reparlerai tout à l'heure. Et bien, le tout à l'heure est arrivé. Quand Marion s'en va, après qu'elle ait volé l'argent, elle passe la nuit dans sa voiture, puis dans le motel, puisqu'on nous fait comprendre que c'est très loin. Donc pourquoi après le détective il dit « Oh, le motel il est qu'à 1 heure de route ?» Je n'ai pas l'explication et ça m'agace. Mais en fait, elle va au motel parce qu'il pleut. Peut-être que s'il n'y avait pas eu la pluie, elle aurait pu continuer sa route et qu'en fait, peut-être elle a fait un détour, elle s'est perdue. Ouais, non, c'est vrai que mais on voit ma qu'il fait défense nuit, marche tu pas vois. trop. Donc, Ouais. Attends, ceci dit, tu dis elle dort dans sa voiture, mais est-ce qu'elle passe toute la nuit dans sa voiture ou c'est pas elle s'arrête pour faire la sieste? Non, elle s'arrête juste pour faire la sieste et c'est quand le policier vient la déloger la première fois en disant « Vous pouvez pas dormir sur le bord de la route. » Il y a peut-être aussi le fait qu'elle essaie de passer par des petites routes. Tu vois, c'est peut-être à 1 heure de route quand tu prends l'autoroute, machin, quand tu prends la ligne directe et qu'elle s'est perdue. Admettons. Bon, j'essaie de me faire l'avocat du diable. Non, mais entre son lieu de travail et là où elle fait la sieste, c'est peut-être très long. Mais entre son lieu où elle fait la sieste et le motel, peut-être que là c'est court. Tout simplement. Ah, peut-être, ouais. Moi, je l'ai compris entre son lieu de travail et le motel, mais ok. Admettons. Tout à l'heure, je disais aussi que c'est pas ce qui avait inspiré La Nuit des Masques. Il y a quelque chose d'autre qu'on retrouve dans La Nuit des Masques par rapport à Psychose. Est-ce que vous voyez Le couteau? Non. Enfin, oui, mais plus précis. Les maisons américaines. Comment s'appelle le docteur qui poursuit Michael Myers? Dr. Bates? Il s'appelle Sam Loomis. Comme le Sam Loomis, amant de Marion Crane. Oh. D'accord. Mignon. Oula. Je l'avais pas du tout. Ça fait longtemps que j'ai pas revu La Nuit des Masques aussi. Hein. Est-ce que vous avez vu les suites? Attends, il y a un autre point commun si tu vas par là. Parce que dans La Nuit des Masques, qui c'est qui y joue? C'est Jamie Lee Curtis. C'est la fille de qui? De Tony Curtis. Il était avec qui, Tony Curtis? Avec c'est la surtout meuf la fille douche. de Jared Leigh, du coup, sans repasser par Tony Curtis. Tu vois. C'est elle sa mère? Oui. Ah, je savais pas. Ouais, c'est sa mère, donc effectivement. Ah oui, donc il y a un côté transgénérationnel. Bien C'est sûr. forcé par des gens avec des couteaux quand même. Bien sûr. Est-ce que vous avez vu Psychose 2 et 3? Non.
Est-ce que vous avez lu Psychose 2 et 3 qui n'ont rien à voir avec les adaptations? Ah, non plus. Ce ne sont pas du tout les mêmes histoires. Non, j'avoue que... Donc ouais, Psychose 2, dans lequel joue le fils d'Anthony Perkins, Oz Perkins, qui vient de sortir Long Legs. C'est un film très cool avec Nicolas Cage en prof d'anglais. Kind of, mais vraiment il ressemble à une prof d'anglais de collège. Et du coup, c'est directement Anthony Perkins qui réalisera le Psychose 3. Parce que c'est une époque où vraiment les gens ont dit non, mais c'est bon, la saga elle est rincée, là ça commence à être n'importe quoi. Et du coup, il a dit oh, allez, je vais faire ça. Et donc il a réalisé Psychose 3. En partie, puisque suivant les différentes sources, il y a des gens qui disent bah non, c'est pas lui, qui donnent un autre nom de réal qu'on retrouve nulle part ailleurs. D'autres pages Wikipédia disent si, c'est lui qui l'a réalisé, donc je ne sais pas trop. Mais dans le documentaire, ils disent bien que c'est lui. Donc Moi, j'ai une question, est-ce que tu nous conseilles de voir ou de lire Psychose 2 et 3? je n'en ai aucune idée, je ne les ai ni lus ni vus. D'accord. T'as regardé le pitch, quoi? Absolument pas. D'accord. Si, en fait, les films reviennent un petit peu sur l'enfance de Norman, puisque justement, Oz Perkins, en fait, joue Norman ado, D'accord. enfin enfant. Donc, je pense que c'est vraiment sur... Il y en a un, je crois que c'est le 2, c'est sur sa jeunesse, et le 3, c'est sur après, une fois qu'il est en prison ou qu'il a réussi à en sortir. Votre Hitchcock préféré, à part Psychose? Ce qui fait que je ne vais pas pouvoir répondre à la question. Alors déjà, Psychose, moi je l'ai vu récemment C'est et quoi c'était pas... Enfin, je le trouve très bien, mais je pense que j'ai un problème avec ce film, c'est juste que ça fait partie... C'est comme quand j'ai vu Délivrance. En fait, on m'a tellement parlé de Délivrance quand j'étais ado, et des gens de différents milieux. Enfin, je voyais bien que c'était... Chez la génération de mes parents, c'était une référence, et des potes cinéphiles à moi avaient le film aussi en référence, ce qui fait que quand je l'ai vu, je me suis dit, bah franchement c'est cool, hein, tu vois, mais c'est ça Délivrance du coup? C'est juste, il y a un moment, on lui dit, fais le cochon, voilà. Alors après, en étant un peu plus mature, je me rends compte de la performance incroyable que c'est de la part du réal. C'est-à-dire que filmer Délivrance, c'est un truc de fou. En plus de la performance des acteurs, etc. Machin. Filmer Délivrance, c'est un film commando, quoi. En fait, moi, j'ai le même problème avec Schizophrénia, Angst de Gerhard Karld, où je suis là, ouais, mais l'histoire, elle est... Enfin, ok, oui, c'est choquant, machin, on suit le schizophrène, mais en fait, comme tout le film est en POV, il y a vraiment des plans où on sait pas trop comment ils ont été tournés, donc en fait, vraiment, la fabrication du film en elle-même est plus impressionnante que ce qu'elle raconte. Et moi, j'ai pas trouvé ça particulièrement choquant, je sais pas ce que ça dit de moi. Et Psycho, j'ai eu un peu cet effet, tu vois, quand je l'ai vu, je me suis dit... Enfin, je serais quand même plus nuancé, j'ai moins été déçu, entre guillemets, que sur Délivrance, j'ai bien aimé le film. Mais c'est super. Mais tu vois, j'étais pas en mode waouh, masterclass, je connaissais le twist. Enfin, tu vois, ça change beaucoup de choses, quoi. Bah, les attentes qu'on a d'un film, on en revient à ce que tu parlais Sur les affiches, sur ne pas avoir les trailers les et tout. bandes annonces. Ça joue. Deliverance, la première fois que je le vois, je suis choqué. Encore une fois, j'ai vu beaucoup de films très jeunes. Hein. Ça, remercions Madagascar encore une C'est fois. le meilleur âge. Et son système de classification, film pornographique, film pour enfants. Voilà. Voilà, le meilleur âge pour voir un film, c'est toujours trop tôt. c'est ça. Mais voilà, Deliverance, de la tension que moi je sens à travers tout le film, je la trouve vraiment extraordinaire. Schizophrénia, bon pareil en fait. Et je vais quand même répondre à la question. Mon Hitchcock préféré, celui qui me revient tout de suite, ce sera Fenêtre sur cour. Ok, en fait, je l'ai toujours pas vu, c'est pour ça que moi je vais pas répondre à la question, parce que j'ai vu 3 Hitchcock, 2 que je trouve pas ouf, et Psychose. Donc mon Hitchcock préféré c'est Psychose. Mais Voilà. En fait, c'est un peu dur. J'oscille entre j'allais dire entre Hitchcock, lapsus, mais non, entre Psychose. Entre Psychose, effectivement, et Fenêtre sur cour. Après, North by Northwest, qui est un film aussi d'un genre très différent, ce qui montre aussi qu'Hitchcock voilà, est un excellent réalisateur parce qu'il arrive à passer d'un genre à l'autre tout en gardant ses gimmicks, ses thèmes, en sachant faire de très bons films. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu les films qui me viennent, mais le premier qui m'est venu quand tu m'as posé cette question, c'était Fenêtre sur cour. Lui aussi extrêmement parodié, donc c'est compliqué. Mais Fenêtre sur cour, en termes de film de cinéma, effectivement, où pour le coup, l'identification spectateur personnage principal, elle est totale, puisque là aussi justement ce que projette le spectateur, il se passe peut-être quelque chose de chelou dans l'appartement d'en face. C'est littéralement Hitchcock qui dit voilà comment on fait avec un spectateur, quoi. On lui fait se projeter des trucs de la même manière qu'il y a des gens qui ont projeté des choses qui n'y étaient pas dans la scène de la loge de Psychose. Il y a des gens qui projettent peut-être des trucs sur ce qui se passe en face. Alors évidemment dans Fenêtre sur cour, bon. Ouais, le twist, c'est qu'il se passe vraiment des choses. Ça se passe vraiment des trucs, mais pendant le film, on est sur
L'interrogation, c'est mais est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que juste en montrant, on est sur de la suggestion? Donc, je pense que Fenêtre sur cour était vu. Même s'il y a une scène dedans où, avec le recul, je trouve qu'elle n'est pas aussi bien. Enfin, elle marque pas autant l'esprit que j'ai l'impression qu'Hitchcock nous la vend quand il en parle dans les entretiens Hitchcock-Truffaut. La scène où justement il essaye d'éblouir quelqu'un avec l'appareil photographique. En mode, voilà, c'est comme ça qu'il va se débarrasser du grand méchant ou autre. Si vous n'avez pas vu le film, voyez, parce que sinon ça paraît très mystérieux ce que je suis en train de dire, hein, j'en ai conscience. Mais à part cette scène-là, qui est pas aussi géniale que j'ai l'impression qu'Hitchcock la trouve quand il en parle à François Truffaut, ben le film est un banger, voilà, il n'y a pas d'autre... c'est extraordinaire. J'adore Fenêtre sur cour. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que récemment, j'ai revu Holoman de Paul Verhoeven. On ne rit pas dans l'audience. Je vous entends par-delà les ondes, par-delà Internet, en train de sourire et de ricaner quand je parle de Holoman, qui est jugé comme un très mauvais film. Si seulement on pouvait rire. Mais alors déjà, il n'est pas si pire que ça. En termes de structure scénaristique, il y a des choses intéressantes. D'écriture thématique aussi, il y a des choses intéressantes. Et là où je voulais en venir, c'est que je l'ai revu pour le commentaire audio de Jerry Goldsmith, qui parle quand il n'y a pas de musique, puisqu'il commente sa musique. Donc il se tait quand il y a les génériques, enfin quand il y a les partitions. Et il y a une scène qui en fait est complètement, je sais pas si tu te souviens bien du film Asina. Non. Il y a une scène où donc le méchant, qui est joué par Kevin Bacon, qu'on a vu au début du film, tu sais, dans ces appartements dont je ne sais pas si quelqu'un y vit réellement dans la vraie Amérique, mais ces appartements new-yorkais de pierre, tu vois, d'immeubles de centre-ville, et en face, il a une très jolie voisine, et une fois qu'il est invisible et qu'il sort du laboratoire et qu'il vient, qu'il porte un masque en latex un peu moche machin, il arrive chez lui pour faire je sais pas quoi, pour être libre, il voit par la fenêtre. Et il enlève son masque et il va l'agresser, il va la violer, je pense qu'on peut le dire, hein. Ne soyons pas tabous. Et la manière dont est filmée la scène, le regard de Bacon, la disposition des deux appartements qui se font face, tu vois la scène, tu te dis, oui, Paul, je sais que tu aimes beaucoup Hitchcock, j'avais déjà remarqué ça dans Basic Instinct, je vois que tu as placé une petite rêve supplémentaire, en l'occurrence à Fenêtre sur cour. Bah, cette scène-là fait partie des scènes les plus parodiées de Hitchcock, avec la scène de la douche de Psychose, hein, de toute façon, donc, et les oiseaux dans Les Oiseaux. Bah, parlons de personnalité proche d'Hitchcock en termes de typologie, hein. Fred, tu verras à quoi je fais référence. Marshall Mathers, alias Eminem, qui a littéralement fait un album intitulé Music to be Murdered by, en hommage à Alfred Hitchcock. Dans le clip du premier single sorti, il parodie Fenêtre sur cour, où à chaque étage, en fait, à chaque appartement, on voit un des personnages de Eminem quand il est déguisé, quand il est en super-héros, quand il est déguisé en femme, etc., etc. Là, on est complètement, c'est en plus d'assumer jusqu'au bout, c'est qu'est-ce qu'il parodie? Il parodie particulièrement Fenêtre sur cour. Mais après, en même temps, dans ce clip-là, il parodie aussi Psychose et il parodie aussi Les Oiseaux, donc bon. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Bah moi, j'ai pas répondu à la question, j'ai juste dit que Psychose m'avait pas... Enfin, était très bien, mais j'avais pas eu l'effet de choc. Voilà. Donc pour répondre à ta question sur c'est quoi mon Hitchcock préféré, mon cœur balance entre deux films, et je pense qu'en fait, il y a une réponse un peu académique, une réponse un peu plus personnelle et un petit peu à contre-courant. La réponse académique, c'est de dire Vertigo, parce que putain, quelle masterclass des enfers, quoi. C'est quand même... ce film est extraordinaire. Alors peut-être il est un petit peu long et lent par moment. Il faut reconnaître qu'il y a ce côté envoûtant, où c'est un peu méta. En fait, t'as l'impression que c'est un peu l'ancêtre de Christopher Nolan, Hitchcock. J'avais pas pensé à ce que tu disais sur Fenêtre sur cour, Asina, que c'était aussi un espèce de commentaire sur le cinéma, et du coup ça me fait penser au fait que Inception est basiquement un film sur comment on fait les films, etc. Voilà. Peut-être que Vertigo est un peu long, peut-être qu'il est un peu long et lent parce qu'il essaie d'être méta. De vous plonger dans cette torpeur, cette espèce de dépersonnalisation et de perte de réalité que vit le protagoniste principal, hein, c'est vrai aussi. Mais je pense que ça reste c'est une masterclass de A à Z. Néanmoins, un film que je trouve beaucoup, beaucoup moins cité d'Hitchcock, que moi j'aime beaucoup, ne serait-ce que parce que le pitch est complètement pervers, c'est L'inconnu du Nord Express, qui, si je dis pas de bêtises, est tiré d'un roman de Patricia S. Smith, donc ça pourrait faire aussi l'objet d'un adaptator. Et en l'occurrence, pour ceux qui ne connaissent pas le pitch, c'est un mec qui prend le train
le fameux Nord Express, et il a des contrariétés de couple, et je crois qu'il voudrait divorcer mais qu'il peut pas parce que c'est l'époque qui veut ça, on parlait encore de cette Amérique puritaine, et donc il discute avec un mec qui lui dit mais si tu veux moi je tue ta femme, et le gars dit non mais ça va aller et tout, et le mec tue vraiment sa femme, et du coup après il lui dit mais gros je l'ai fait pour toi, donc maintenant je sais Ah plus ouais, s'il c'est lui- du bénévolat en plus. je sais plus s'il lui demande d'être payé, mais il y a une escalade où en fait il va vraiment tuer sa femme et après il va le faire chanter, etc. Et je trouve le concept même, c'est extrêmement pervers. On retrouve bien sûr la misogynie d'Hitchcock dans toute sa splendeur. Pour le coup, je suis d'accord avec toi, ce film est moins cité ces derniers temps, mais c'est un pur banger, vraiment extraordinaire. Et c'est encore plus pervers que ce que tu dis, puisqu'en fait, le prémisse de base, c'est deux inconnus qui se rencontrent. Le premier, effectivement, qui veut divorcer, et l'autre qui fait « Bah écoutez, si jamais vous tuez votre femme, vous serez le premier suspect. Si jamais je tue ma femme, je serai le premier suspect. Et changeons, je tue votre femme, vous tuez la mienne. » Ah oui, donc en fait, c'est ce qui a inspiré On a échangé nos mamans. Oui, tout à fait. Sauf que à un moment, quelque chose s'est perdu en route. La partie intéressante a disparu. Voilà. Et pareil, ce film est effectivement, enfin, ce film est une maestria. Hitchcock est vraiment dans son top game, effectivement, quand il réalise ce film. Il y a tous ces gimmicks qu'il adore, la manière qu'il a de placer des choses, je pense, au briquet. Ceux qui ont vu savent. Voilà, il y a des différentes. Il maîtrise encore une fois la tension et le suspense à leur perfection. Encore une fois, si on parle du suspense hitchcockien, c'est comme l'a dit Fred tout à l'heure. Si tu laisses ton nom à un truc, c'est que t'as très bien fait un truc quand même, a priori. Voilà. Hein, c'est. Exception, le chat de Schrödinger. Voilà. Sachez-le, ce n'est pas Schrödinger qui a utilisé cette métaphore. C'est quelqu'un d'autre qui critiquait justement la posture de Schrödinger sur la superposition quantique. Voilà, fin de cette petite parenthèse. Quoi qu'il arrive, le chat n'y est pour rien. Mais ouais, pour le coup, c'est vrai que c'est pas un des premiers auxquels j'aurais pensé, mais pourtant, quand je m'en rappelle, c'est vrai qu'il est génial ce film. J'ai envie de le revoir. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Écoutez l'album Music to be Murdered By aussi par Machin Matters. Vraiment, il est bien. Il est vraiment cool. Et pas juste parce qu'il y a un rappeur mort dedans qui a posé un de ses derniers morceaux. Et voyez Psychose, voyez L'inconnu du Nord Express, voyez tous les films dont on a parlé. Non, peut-être pas tous les films dont on a parlé, mais tous les films de Hitchcock dont nous avons parlé. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de voir Holoman. Oui, s'il vous plaît. Non, mais c'est intéressant en termes d'écriture thématique. Oui, c'était pas si pire. C'était quand même très long. C'est ainsi que se conclut cet épisode, merci de nous avoir écoutés. Dans la description, comme d'habitude, les liens utiles. A bientôt pour un prochain épisode et n'oubliez pas, lisez des films, regardez des livres, ou le contraire, c'est encore mieux.